Ne fais confiance à personne. Pas parce que le monde serait entièrement corrompu, mais parce que l'illusion de sécurité que tu places dans les autres est le piège le plus dangereux. Depuis que tu es enfant, on t'a appris à tendre la main, à croire que la loyauté serait naturelle, que la sincérité serait la règle. Mais tu as vu les sourires se fissurer, les promesses se dissoudre et les regards changer quand ton absence de naïveté dérangeait. La vérité est plus dure. La plupart portent un masque, certains pour se protéger, d'autres pour manipuler. Les faux amis et les doubles faces ne se dévoilent pas par hasard. Ils testent tes failles, explorent tes faiblesses, puis les utilisent contre toi. Tu n'es pas né avec cette méfiance. On t'a façonné à douter de toi et à espérer des autres ce que tu devais d'abord trouver en toi-même. On t'a appris à te livrer pour être accepté, au lieu de bâtir ta force pour être respecté. Aujourd'hui, je vais te transmettre des principes stoïciens qui te permettront de rester solide, même au milieu de ceux qui te sourient pendant qu'ils aiguisent la lame. Des vérités qui t'aideront à naviguer dans ce monde sans perdre ton cœur, mais sans offrir ta gorge. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je deviens imprenable. Like cette vidéo et abonne-toi pour ne plus jamais laisser le mensonge prendre racine dans ton esprit. Première leçon, ne fais pas l'erreur de croire que la trahison est rare. La trahison est la règle. La loyauté véritable, elle, est l'exception. Tu peux passer des années à bâtir une relation, à donner confiance, à croire que tes gestes et ta sincérité créeront un lien inaltérable. Mais il suffit d'un instant pour que tout bascule, et cet instant ne te surprend que parce que tu as refusé de voir ce qui était là depuis le début. Marc Aurèle, stoïcien et empereur, commençait chaque matin en se préparant à croiser l'ingratitude, l'arrogance et la duplicité. Ce n'était pas un signe d'amertume, mais un acte de lucidité. En te rappelant que le monde est traversé par l'ombre autant que par la lumière, tu désarmes le choc et tu protèges ton cœur avant même que la blessure n'arrive. Depuis ton enfance, on t'a appris à croire au meilleur des autres. On t'a enseigné à tendre la main, à faire confiance d'abord et à douter ensuite. Mais ce programme t'a laissé vulnérable. La société aime les âmes ouvertes parce qu'elles sont faciles à manipuler. On te répète que tout le monde est gentil au fond. Mais au fond de quoi? La gentillesse que tu crois voir n'est souvent qu'une façade polie, un masque que l'on porte pour naviguer dans un monde où montrer ses véritables intentions serait trop dangereux. Les hommes ne changent pas profondément parce que tu les aimes ou que tu crois en eux. Ils se révèlent simplement, avec le temps et les circonstances. Et parfois, ce qu'ils révèlent n'a rien à voir avec ce que tu espérais. Le danger ne vient pas seulement de la nature des autres. Il vient aussi de ton besoin désespéré d'espérer. Tu veux croire que certaines personnes sont incapables de te nuire, que leurs sourires sont sincères, que leurs promesses sont solides. Et c'est ce besoin qui t'aveugle. Il te pousse à minimiser les signaux faibles. Cette remarque qui semblait anodine, mais qui cachait un mépris. Ce changement dans le ton de leur voix, cette joie subtile lorsqu'un revers te frappe. Tu vois ces signes, mais tu les ignores, parce que les voir obligerait à affronter la vérité. Cette personne n'est pas ce que tu croyais, et l'être humain préfère souvent protéger son illusion plutôt que de faire face à une réalité inconfortable. Le stoïcisme te libère de cette dépendance affective. Il t'enseigne que la majorité des gens agissent par intérêt et que l'intérêt est changeant par nature. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir tout à gagner à t'aider, et demain, tout à gagner à t'écraser. Ce n'est pas toujours de la malveillance, c'est simplement la mécanique humaine. Mais si tu te lies aux autres en oubliant cette règle, tu deviens une cible mouvante, offerte aux fluctuations de leurs besoins. Épictète le résumait avec force. Si tu veux être invincible, ne lutte pas là où les autres ont pouvoir sur toi. Et le pouvoir le plus grand qu'ils peuvent avoir sur toi, c'est ton attachement émotionnel, aveugle et sans garde-fou. Voir la nature humaine avec lucidité ne veut pas dire tomber dans le mépris. Cela signifie simplement la voir telle qu'elle est, sans phare. Tu ne te mets pas en colère contre le feu parce qu'il brûle. Tu apprends à t'en approcher avec précaution. Tu ne cries pas à l'injustice parce qu'un serpent mord. Tu reconnais que mordre est sa nature. De la même manière, il n'y a rien de personnel dans certaines trahisons. Elles ne sont pas toujours dirigées contre toi. Elles sont simplement le reflet d'une nature qui agit selon ses lois. Le stoïcien ne gaspille pas son énergie à haïr ce qu'il ne peut changer.
Il investit son énergie dans ce qu'il peut prévoir et maîtriser. Alors, comment appliquer cela dans ta vie? Commence par observer, non pas les paroles, mais les actes. Les paroles sont légères, elles s'envolent avec le vent, elles sont façonnées pour séduire. Les actes, eux, sont lourds, ils laissent des traces, et ils trahissent toujours les intentions véritables. Pendant une semaine, choisis 3 personnes autour de toi et deviens témoin silencieux. Observe. Te soutiennent-elles quand il n'y a rien à gagner? Parlent-elles de toi de la même manière en ta présence et en ton absence? Écoutent-elles vraiment ce que tu dis, ou attendent-elles seulement que tu te taises pour placer leurs mots? Ces observations, mises bout à bout, forment une radiographie précise de leur loyauté, et souvent, tu verras que ton instinct te parlait déjà, mais que tu ne voulais pas l'entendre. Cette lucidité ne te condamne pas à vivre seul, au contraire. Elle te permet d'aimer avec discernement, de t'ouvrir avec mesure, de donner avec sagesse. Car le piège, après une trahison, c'est de tomber dans l'autre extrême, se fermer complètement, devenir froid, cynique, incapable de confiance. Le stoïcien refuse ce piège. Il sait que vivre sans aucun lien, c'est mourir à petit feu. Mais il sait aussi que donner tout son cœur à la légère, c'est se condamner à le voir piétiner. Il marche donc au milieu, dans cette tension juste où l'on reste ouvert, mais vigilant, bienveillant, mais lucide. Et voici le retournement le plus puissant. Tu crois que la méfiance est un signe de peur, mais en réalité, la vigilance est un signe de puissance. Les naïfs se font toujours surprendre parce qu'ils croient que le danger est l'exception. Les lucides, eux, ne sont pas surpris. Ils accueillent les alliances avec reconnaissance, mais ils savent qu'aucune alliance humaine n'est éternelle. Ils vivent en paix avec cette vérité, et c'est ce qui les rend imprenables. Écris ceci en toi comme un ancrage. Juge toujours par les actes, jamais par les mots. Les mots sont l'ombre, les actes sont la substance. C'est cette règle simple qui te permettra de traverser les mensonges sans être atteint, de regarder les faux sans les craindre, et de marcher au milieu des hypocrites sans leur offrir la clé de ta forteresse intérieure. Leçon 2. Garde une partie de ton âme hors de portée. Ne livre jamais toute ton âme, car tout ce que tu révèles devient une arme potentielle dans les mains de celui qui t'écoute. Même l'ami le plus sincère aujourd'hui peut devenir, demain, celui qui te regarde avec des yeux changés. Les relations humaines ne sont pas figées. Elles évoluent, se transforment, parfois se brisent. Et ce qui fut un lien de confiance peut se retourner en champ de bataille. Les mots que tu as offerts hier peuvent être les balles qu'on tirera sur toi demain. Le stoïcien ne confond pas la transparence avec la vertu. Dire tout ce que l'on pense n'est pas un signe de courage, mais souvent un signe de besoin d'être approuvé, reconnu, compris. Or, ce besoin est une faiblesse exploitable. Sénèque écrivait « Parle comme à un ennemi potentiel », non pas parce qu'il faut voir des ennemis partout, mais parce qu'il faut se souvenir que la nature humaine est changeante, que les intérêts, les loyautés et les cœurs peuvent se retourner sous la pression des circonstances. Le monde aime les bavards, ceux qui exposent tout, qui ouvrent leur esprit comme un livre. Mais le monde ne les respecte pas. On les utilise, on les lit, puis on les jette. La parole donnée sans filtre est une monnaie qui se dévalue très vite. Le silence, en revanche, garde toujours sa valeur. Un mot retenu est un mot qui ne pourra pas être déformé. Une pensée gardée pour toi est une forteresse qu'aucun assaut ne peut franchir. Et pourtant, il y a en toi cette impulsion de dire, de partager, de te confier, cette envie de trouver quelqu'un qui te comprenne vraiment. Mais ce désir est souvent un piège. Les faux et les doubles faces savent se rendre indispensables. Ils t'écoutent avec une patience qui semble sincère, te posent les bonnes questions, te regardent avec un air d'intérêt, et pendant que tu leur donnes ton histoire, tes projets, tes blessures, ils prennent mentalement des notes. Un jour, ils sauront s'en servir, pas forcément par méchanceté, mais par opportunisme. Le stoïcien vit autrement. Il sait que sa vie intérieure est son bien le plus précieux. Il ne l'offre pas au premier venu. Il choisit à qui il ouvre une porte, et même alors, il ne l'ouvre jamais en grand. Il montre un visage, mais il garde son cœur derrière un voile. Il partage ce qui est nécessaire, mais il conserve pour lui ce qui le définit vraiment.
Il y a une liberté immense à ne pas tout dire. Celui qui ne révèle pas ses projets ne peut pas voir ses ambitions sabotées avant même d'exister. Celui qui ne confie pas ses blessures ne donne pas aux autres la possibilité d'y verser du sel. Celui qui garde une part de mystère ne peut pas être pleinement contrôlé. Et cette liberté, elle est rare, parce que la plupart des gens sont prisonniers de leur besoin de se raconter. Observe les puissants, pas ceux qui crient leur pouvoir, mais ceux qui l'exercent en silence. Leurs paroles sont pesées, mesurées, parfois rares. Ils savent que chaque mot est une pierre dans la construction ou la destruction de leur influence. Machiavel lui-même disait qu'un prince devait toujours en dire moins qu'il ne sait. Les sages, qu'ils soient stratèges ou philosophes, partagent cette discipline. Garder pour soi ce qui ne sert pas à être dit. Le silence n'est pas seulement une protection, il est une arme. Le silence déstabilise, car il force l'autre à remplir le vide avec ses propres suppositions. Et ces suppositions peuvent être plus protectrices pour toi que n'importe quelle justification. Celui qui se tait garde la maîtrise du récit. Celui qui parle trop donne le contrôle à l'autre. Mais ne te trompe pas. Garder pour toi ne veut pas dire te fermer à tout. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais sélectif. Comme un jardinier qui choisit soigneusement quelles plantes exposer au soleil et lesquelles garder à l'abri. Certains pans de ta vie peuvent être partagés. Tes valeurs profondes, ton éthique, ta vision du monde. Mais tes doutes, tes projets précis, tes blessures intimes, ceux-là doivent rester dans un sanctuaire intérieur où personne ne peut entrer sans ton consentement absolu. Pour appliquer cela, entraîne-toi dès aujourd'hui à pratiquer le non-dit stratégique. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose de personnel, observe ton impulsion à répondre. Puis, retiens-toi une seconde. Demande-toi, pourquoi cette personne veut-elle savoir? Que fera-t-elle de cette information? Est-ce que je suis prêt à ce que ces mots existent hors de ma bouche, indépendants de moi? Si la réponse n'est pas claire, ne dis rien. Et si tu dois parler, parle avec des contours flous. Garde le centre hors de portée, car ce que tu protèges, ce n'est pas seulement une information, c'est ton pouvoir. Une fois que tu livres ton monde intérieur, tu ne peux plus le reprendre. Et chaque mot mal placé est comme un fil tiré de ton tissu intérieur. Il ne se voit pas toujours tout de suite, mais un jour, il peut défaire l'ensemble. Apprends à te suffire à toi-même pour porter tes pensées. Trouve ta force dans ton dialogue intérieur. Les stoïciens méditaient non pour produire des discours, mais pour fortifier leur esprit, pour que, face au monde, ils ne dépendent pas de l'approbation ou de la compréhension d'autrui. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, ne s'adressait pas aux autres. Il s'écrivait à lui-même, parce qu'il savait qu'il y a des vérités que seul ton propre cœur est capable de porter sans les déformer. Le monde ne te pardonnera pas tes faiblesses, même si tu les livres avec sincérité. Il s'en servira, parfois inconsciemment, pour te mettre en position d'infériorité. Si tu veux être inébranlable au milieu des faux et des doubles faces, il te faut apprendre à garder une zone inviolable en toi. C'est ce sanctuaire secret qui fera que, même si tout s'effondre autour de toi, il restera en toi un lieu où personne n'a accès et où ta lumière demeure intacte. Écris ceci en toi. Mon silence est ma forteresse. C'est la phrase qui te rappellera que chaque mot que tu retiens est une pierre de plus dans tes murailles intérieures. Et dans un monde où les masques sont nombreux, cette forteresse sera ton seul royaume sûr. Leçon 3. Ne cherche pas à être aimé de tous. Ne cherche pas à être aimé de tous, car c'est le chemin le plus court vers la perte de toi-même. Celui qui veut plaire à tout le monde finit par se déchirer en morceaux pour satisfaire des attentes contradictoires. Et au bout du compte, il n'appartient plus à personne, pas même à lui-même. Les hypocrites le savent, les doubles faces le savent. Ils te tendront le miroir déformant de leur approbation pour te faire danser selon leurs besoins. Ils t'applaudiront tant que tu joueras le rôle qu'ils t'ont assigné. Et le jour où tu t'écartes du script, ils tourneront le dos, ou, pire, ils t'écraseront pour que tu ne rappelles pas aux autres qu'il est possible de vivre autrement. Épictète l'a dit avec une clarté tranchante. Si tu veux plaire à tout le monde, sache que tu n'as rien de solide en toi, car la quête de plaire est une prison invisible. Donc, tu crois qu'elle t'ouvre des portes, mais en réalité, elle les referme sur toi.
Chaque sourire que tu cherches à obtenir devient une chaîne, chaque compliment une laisse. Et plus tu avances dans cette dépendance, plus tu perds la liberté de parler, d'agir, de penser selon ta vérité. La vérité stoïcienne, c'est que ton intégrité vaut plus cher que ton image. Celui qui vit pour son image doit constamment la défendre, la polir, l'exposer. Et c'est là que les faux trouvent leur pouvoir. Ils n'ont pas besoin de t'attaquer directement. Il leur suffit de te retirer leur approbation pour que tu plies. Tu crois que tu perds un lien, mais en réalité, tu perds ton maître invisible, et tu devrais t'en réjouir. Il y a en toi cette peur viscérale d'être rejeté. Elle vient de l'enfance, de ces moments où ton cœur fragile a compris que l'amour semblait conditionnel, que la chaleur qu'on te donnait pouvait se retirer si tu déplaisais. Depuis, tu t'es construit des réflexes de survie. Sourire quand tu voudrais parler, te taire quand tu voudrais protester, céder quand tu voudrais refuser. Mais ces réflexes ne sont plus ta protection, ils sont ta prison. Le stoïcien refuse cette servitude. Il vit avec l'idée qu'être détesté pour ce qu'il est vaut mieux que d'être aimé pour ce qu'il n'est pas. Cela ne veut pas dire qu'il recherche le conflit ou qu'il méprise l'amitié. Mais il sait que l'authenticité attire moins de monde que la flatterie et que c'est une bénédiction. Moins, il y a de masques autour de toi, plus tu respires. Ne pas chercher à plaire à tous, c'est aussi accepter la solitude comme un passage nécessaire. Cette solitude n'est pas un vide, mais un espace. L'espace où tu te retrouves face à toi-même, où tu redécouvres tes convictions sans le bruit des applaudissements. Et dans cet espace, tu apprends une vérité dure mais libératrice. Tout le monde ne t'aimera pas, et ce n'est pas grave. Regarde le ciel, le soleil éclaire tout le monde, bons et mauvais, justes et injustes. Et pourtant, certains maudissent sa chaleur, d'autres le fuient pour son éclat. Ce n'est pas parce que tu fais le bien que tu seras aimé. Ce n'est pas parce que tu es sincère que tu seras respecté. Le stoïcien n'agit pas en fonction de la réaction qu'il provoquera, mais en fonction de ce qui est juste selon sa raison et sa vertu. Les hypocrites n'ont aucun pouvoir sur celui qui n'a pas besoin d'eux pour exister. Leur arme principale, c'est la menace du rejet. Mais si tu ne redoutes plus le rejet, ils n'ont plus rien à t'offrir ni à t'enlever. Et là, tu deviens imprenable. Tu deviens un roc dans leur mer changeante. Tu n'as pas besoin d'hostilité ouverte pour gagner cette force. Tu as juste besoin de te rappeler chaque jour que ton devoir n'est pas de plaire, mais de rester aligné. Pour appliquer cela, commence aujourd'hui par un geste simple mais puissant. Dis non. Pas pour être dur ou froid, mais pour te rappeler que ton oui a de la valeur et qu'il ne doit pas être donné à la légère. Refuse une demande qui viole tes principes, même si elle te coûte un sourire ou une approbation. Retiens-toi de corriger ton comportement pour paraître plus acceptable et observe comment tu te sens. Au début, ce sera inconfortable. Mais peu à peu, tu verras que tu respires mieux quand tu n'essaies pas de rétrécir pour entrer dans les attentes des autres. Être stoïcien face aux faux et aux doubles faces, c'est comprendre que leur pouvoir vient de ton désir d'être aimé d'eux. Coupe ce désir, et tu coupes la chaîne. Et chaque fois que tu sens monter en toi cette peur de déplaire, rappelle-toi, elle n'est qu'un reste de l'ancien toi, celui qui croyait qu'il devait être choisi pour avoir de la valeur. L'homme nouveau, lui, sait que sa valeur est intérieure, inaliénable, qu'elle ne dépend pas de la clameur ou du silence de la foule. Écris en toi cette phrase comme un serment. Je choisis le respect, pas la popularité. Elle deviendra le rappel que la lumière authentique n'a pas besoin de projecteur pour exister, et que ceux qui te voient vraiment viendront à toi, sans que tu aies à les courtiser. Leçon 4. Observe plus que tu ne parles. Le monde appartient à ceux qui voient ce que les autres ne remarquent pas. Les hypocrites et les doubles faces ne se trahissent pas toujours par des gestes évidents, mais par des détails fugaces. Un changement d'intonation, un regard trop rapide, un sourire qui dure une fraction de seconde de trop. Celui qui parle sans cesse ne voit pas ses signes, car ses propres mots font trop de bruit. Celui qui écoute et observe, lui, lit dans les fissures du masque. Marc Aurèle écrivait « L'homme sage ne se précipite pas à juger, mais il garde les yeux ouverts. » La vigilance stoïcienne n'est pas une méfiance maladive, c'est une lucidité active. Elle ne consiste pas à soupçonner tout le monde sans raison, mais à rester attentif aux signaux faibles qui révèlent la nature réelle des choses.
Dans un monde où la plupart courent après la distraction, où les conversations ne sont que des échanges d'ego, celui qui sait se taire et regarder acquiert un avantage invisible, mais décisif. Parler trop vite, c'est souvent donner à l'autre la carte de tes intentions. Les faux sauront s'en servir pour ajuster leur masque, pour dire ce que tu veux entendre, pour mimer les émotions qu'ils n'éprouvent pas. Mais si tu observes d'abord, tu les forces à jouer sans connaître les règles que tu suis. Ton silence les oblige à se dévoiler, car il crée un vide qu'ils chercheront instinctivement à combler. Et dans ce vide, ils laisseront tomber des bribes de vérité qu'ils n'auraient jamais révélées si tu avais saturé l'air de tes propres paroles. Observer, ce n'est pas rester passif, c'est engager tous tes sens dans la lecture du monde. Regarde comment quelqu'un se comporte avec ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Note la manière dont une personne parle d'un absent, car tôt ou tard, elle parlera de toi de la même manière. Analyse la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. La plupart des gens ne savent pas maintenir leur masque très longtemps. Il finit toujours par glisser. Mais il faut être là, attentif, pour voir ce moment. L'observation stoïcienne n'est pas seulement tournée vers les autres, elle est aussi tournée vers toi-même. Car parfois, ce que tu vois chez autrui n'est que le reflet de tes propres failles. Le jugement rapide t'aveugle, mais l'observation patiente t'éclaire. Avant de conclure que quelqu'un est faux, demande-toi si tes attentes ne déforment pas ta perception. Le stoïcien observe sans se laisser emporter par ses préférences ou ses blessures. Et c'est ce qui rend son discernement fiable. Pour appliquer ce principe, entraîne-toi aujourd'hui à réduire ton temps de parole de moitié dans une discussion. Laisse l'autre combler le silence. Résiste à l'envie de remplir chaque pause. Et pendant ce temps, observe. Ses yeux, ses mains, la tension de ses épaules, la manière dont ses mots changent en fonction de ton regard. Souvent, la vérité se trouve dans ce que les gens ne disent pas, dans leurs hésitations, leurs gestes involontaires. Les hypocrites prospèrent dans le bruit et la précipitation. Ils détestent la lenteur, car elle met à nu les contradictions. Quand tu observes plus que tu ne parles, tu deviens une énigme pour eux. Ils ne savent pas ce que tu as vu, ce que tu as compris, ni ce que tu prépares. Tu deviens imprévisible, et donc dangereux pour leur jeu. Retiens ceci. Chaque mot que tu retiens est un espace de plus pour voir clair, et chaque détail que tu captes renforce ta capacité à choisir qui mérite ton attention et qui mérite ton éloignement. Ce n'est pas en parlant que tu découvriras la vérité sur les autres, c'est en les laissant parler assez longtemps pour qu'ils se révèlent. Écris en toi cette phrase. Je regarde avant de juger. Elle te rappellera que l'œil lucide est plus fort que la langue rapide et que dans un monde de masques, celui qui observe vraiment détient déjà la victoire. Leçon 5. Ne te fie pas aux paroles qui flattent. La flatterie est le poison le plus doux. Elle ne brûle pas la gorge, elle caresse l'ego. Et c'est justement pour cela qu'elle est si dangereuse. Les hypocrites et les doubles faces l'utilisent comme une clé pour ouvrir ta vigilance. Ils te disent ce que tu veux entendre, non pour t'honorer, mais pour t'endormir. Le jour où tu crois qu'ils t'admirent sincèrement, tu leur ouvres les portes de ton esprit, et c'est alors que leur véritable travail commence. Épictète avertissait. Si quelqu'un te loue, méfie-toi de lui comme d'un ennemi. Ces mots peuvent sembler extrêmes, mais ils sont un rempart contre le piège le plus ancien. L'orgueil. La flatterie s'attaque à ta soif de reconnaissance, à ce besoin secret d'être validé. Et plus ce besoin est grand, plus tu es facile à manipuler. Les faux n'attaquent pas toujours de front. Ils savent qu'un coup direct réveille la défense. Alors ils avancent masqués, t'enveloppant d'éloges, te donnant l'impression d'être compris, exceptionnel, unique. Mais chaque compliment est un fil invisible qu'ils attachent autour de toi, et quand ces fils sont assez nombreux, ils n'ont plus qu'à tirer pour te diriger. Le stoïcien ne se laisse pas enivrer par la louange. Il l'entend comme on entend le vent. Elle passe, elle ne change pas la nature de la pierre. Il se souvient que ce que les autres disent de lui n'ajoute rien à sa valeur, et n'en retranche rien non plus. Sa valeur est intérieure, inaltérable, indépendante des voies extérieures. Pour reconnaître la flatterie, observe ce qu'elle accompagne. Un compliment sincère se suffit à lui-même. Une flatterie, elle, est souvent suivie d'une demande, explicite ou implicite. Elle cherche à te placer dans une position où tu hésiteras à dire non. Elle te rend redevable.
C'est un piège psychologique subtil. Si tu acceptes l'éloge, tu te sens obligé de donner quelque chose en retour. Ne tombe pas dans ce troc invisible. Apprends à recevoir un compliment avec gratitude, mais sans attache. Réponds par un simple merci et reprends ton chemin. Ne te sens pas tenu de répondre par une faveur, une confession ou une ouverture inutile. Et surtout, observe si les paroles flatteuses sont cohérentes avec les actes, car les hypocrites savent manier les mots comme des miroirs. Ils reflètent ce que tu veux voir, mais derrière, il n'y a rien. L'un des signes les plus sûrs de la manipulation par flatterie, c'est l'excès. Quand les éloges sont disproportionnés, quand ils arrivent trop tôt dans la relation, quand ils s'accumulent comme un manteau étouffant, c'est rarement le signe d'une admiration pure. C'est une stratégie pour accélérer ta confiance, pour te faire baisser tes gardes avant que la personne ait fait ses preuves. Le stoïcien, lui, ne juge pas quelqu'un sur ce qu'il dit de toi, mais sur ce qu'il fait quand il n'a rien à gagner. Celui qui te loue aujourd'hui mais t'abandonne demain n'était qu'un acteur. Et chaque fois que tu cèdes à la flatterie, rappelle-toi que ce n'est pas ton cœur qu'ils veulent toucher, mais ta lucidité qu'ils veulent t'endormir. Fais l'exercice suivant. Repense aux 5 derniers compliments que tu as reçus. Analyse le contexte. Demande-toi, que voulait cette personne? Qu'a-t-elle fait ensuite? La flatterie, comme le miel, attire. Mais le miel attire aussi les mouches, et toutes ne viennent pas pour ton bien. Écris en toi cette phrase. Je vaux plus que ce que les autres disent de moi. Elle sera ton bouclier invisible, te rappelant que les mots doux peuvent cacher des crocs, et que dans un monde de masques, le vrai respect se mesure en actes, pas en louanges. Leçon 6. Protège tes limites comme une frontière sacrée. Il y a en toi un territoire invisible, ton temps, ton énergie, tes valeurs, tes rêves. Et ce territoire a des frontières. Chaque fois que tu laisses quelqu'un les franchir sans autorisation, tu affaiblis les murailles de ton royaume intérieur. Les hypocrites et les doubles faces savent repérer ces fissures. Ils ne forcent pas toujours la porte. Ils testent, doucement, avec un sourire ou une demande innocente. Et si tu cèdes une fois, ils reviennent. Encore, et encore, jusqu'à ce que tu oublies où étaient tes limites. Le stoïcien sait que les frontières ne sont pas un luxe, mais une nécessité vitale. Sans elles, tu n'es plus un être souverain, mais un terrain ouvert où chacun peut entrer et prendre ce qu'il veut. Marc Aurèle l'exprimait autrement. Sois comme un promontoire contre lequel la vague vient se briser. La vague, ce sont les pressions extérieures, les exigences, les manipulations. Le promontoire, ce sont tes limites. Elles ne s'excusent pas. Elles tiennent. La manipulation commence souvent par de petites incursions. Quelqu'un te demande un service qui te met mal à l'aise, mais tu acceptes pour éviter un conflit. Quelqu'un envahit ton espace personnel, mais tu souris par politesse. Chaque concession injustifiée est une carte que tu donnes à l'autre pour naviguer plus loin dans ton territoire. Et un jour, tu te réveilles en constatant que tu vis selon les règles des autres, pas les tiennes. Protéger tes limites exige du courage. Le courage de déplaire, le courage de dire non, même si ta voix tremble. Les faux et les doubles faces détestent les gens qui savent dire non, car ils ne peuvent pas les contrôler. Ton refus est une barrière claire. Il dit que ton respect de toi-même est plus fort que leur approbation. Mais protéger tes limites, ce n'est pas seulement repousser les intrusions. C'est aussi savoir ce que tu veux protéger. Beaucoup se laissent envahir parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de définir leurs frontières. Qu'est-ce qui est acceptable pour toi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Où se trouve la ligne que personne ne doit franchir? Tant que tu ne peux pas répondre clairement, les autres inventeront la réponse pour toi. Les hypocrites aiment la confusion. Ils prospèrent là où les règles ne sont pas claires. Si tes limites changent selon l'humeur ou la personne, elles ne sont pas des limites, mais des suggestions. Et les suggestions n'arrêtent personne. Les frontières doivent être fixes, visibles et appliquées avec constance. Sans cela, elles ne servent à rien. Le stoïcien ne protège pas ses limites par peur, mais par respect de lui-même. Il sait que dire oui à tout, c'est se dire non à soi. Il comprend que chaque minute donnée à la mauvaise personne est une minute volée à ce qui compte vraiment. Il voit son temps et son énergie comme des ressources sacrées, et il n'en fait pas l'aumône à ceux qui ne les honorent pas. Pour appliquer ce principe,
Commence aujourd'hui par un inventaire. Écris 3 situations récentes où tu as dit « oui » alors que tu voulais dire « non ». Demande-toi pourquoi tu as cédé. Était-ce pour éviter un malaise? Pour ne pas perdre l'affection de quelqu'un? Pour échapper à un jugement? Puis, décide d'une règle claire pour la prochaine fois que la même situation se présentera, et tiens-toi-y, quoi qu'il arrive. Sache que chaque fois que tu affirmes tes limites, tu forces les hypocrites à révéler leur vrai visage. Ceux qui respectent ton nom sont dignes de ta confiance. Ceux qui s'en offusquent ne cherchaient pas une relation, mais un avantage. Et les perdre n'est pas une perte, mais un gain de liberté. Écris en toi cette phrase. Mon territoire n'est pas à vendre. Elle deviendra ton rempart silencieux, rappelant que tes murs ne sont pas faits pour enfermer ta lumière, mais pour la protéger des mains qui ne savent pas la porter. Leçon 7. Maîtrise tes réactions, car elles révèlent ta force ou ta faiblesse. Dans un monde rempli de faux et de double face, ce n'est pas toujours l'attaque qui te trahit, mais ta réaction. Celui qui veut te manipuler ne se contente pas de t'observer. Il te provoque, il teste tes limites, il cherche la fissure dans ton contrôle. Un mot blessant, une allusion subtile, une provocation déguisée. Et s'il parvient à te faire réagir comme il l'a prévu, il sait exactement où appuyer la prochaine fois. Les hypocrites ne sont pas seulement des menteurs, ce sont des lecteurs d'âme. Ils étudient tes gestes, ton ton, ton regard, pour deviner ce qui te fait perdre pied. Et chaque réaction impulsive que tu leur offres est un aveu. Voilà ce qui me touche, voilà où me blesser. Plus tu t'agites, plus tu leur donnes une carte détaillée de tes vulnérabilités. Le stoïcien, lui, ne joue pas ce jeu. Il sait que l'émotion incontrôlée est une offrande au pouvoir de l'autre. Il comprend que celui qui garde son calme tient la partie. Épictète enseignait, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Celui qui domine ses réactions domine le scénario. La maîtrise de soi n'est pas froideur, c'est souveraineté. Cela ne signifie pas étouffer ses émotions, mais décider consciemment quand, comment et à qui les montrer. C'est choisir de ne pas donner à un ennemi le plaisir de voir son effet sur toi. C'est garder le contrôle du rythme, de la direction, de la narration. Les provocateurs prospèrent dans la réactivité. Ils veulent t'entraîner dans leur chaos, te pousser à commettre l'erreur qui justifiera leur mensonge. Ne leur donne jamais ce cadeau. Si quelqu'un te cherche, ne réponds pas tout de suite. Laisse un silence s'installer. Respire. Ce silence n'est pas une fuite, c'est une démonstration de force. Car dans le silence, ils se demandent « As-tu compris leur jeu? Prépares-tu une réponse plus grande ?» Maîtriser tes réactions, c'est aussi refuser de te laisser entraîner par la flatterie, par la peur ou par la colère. Les doubles faces savent se montrer charmants quand ils ont besoin de toi et glacial quand ils ne t'ont plus d'utilité. Si tes émotions suivent leur rythme, tu deviens leur marionnette, mais si tu restes constant, ils perdent leur emprise. Le stoïcien ne se précipite pas dans les explications, il ne justifie pas chaque geste, il agit avec intention et laisse les autres interpréter comme ils veulent. Cette ambiguïté volontaire est une armure, elle empêche l'autre de prévoir ton prochain mouvement. Et dans un monde où tout le monde s'expose trop, ne pas se livrer devient une forme de pouvoir pur. Pour appliquer cela, entraîne-toi à différer ta réponse dans les moments de tension. Quand quelqu'un t'attaque verbalement, ne réponds pas dans la seconde. Compte mentalement jusqu'à 3. Regarde la personne, puis détourne le regard comme si ces mots ne méritaient pas toute ton attention. Ce simple geste renverse la dynamique. C'est toi qui choisis le moment de réagir, et non l'autre qui le dicte. Sache que celui qui ne contrôle pas ses réactions vit au rythme des intentions des autres. Celui qui les maîtrise devient maître de son propre temps et de son espace intérieur. Et cette maîtrise n'est pas seulement une arme contre les faux, c'est une victoire sur soi. Écris en toi cette phrase « Ma réaction m'appartient ». Elle te rappellera que chaque émotion est une énergie et que cette énergie doit être investie là où elle te renforce, non là où elle t'affaiblit. Dans un monde où t'en cherches à lire et à manipuler les âmes, celui qui garde ses réactions est celui qu'on ne peut jamais posséder. Leçon 8. Ne révèle pas tes véritables faiblesses. Les faux et les doubles faces n'ont pas besoin de te frapper fort pour te détruire. Ils n'ont qu'à connaître l'endroit exact où frapper. Et cet endroit, c'est toi qui le leur donnes lorsque tu parles trop,
lorsque tu crois à tort qu'une oreille attentive est forcément un cœur bienveillant. Les manipulateurs savent t'écouter, ils savent te laisser vider ton sac, te pousser à te confier, à livrer les détails les plus intimes de ta peur, de ta honte, de tes blessures. Et pendant que tu crois trouver un allié, tu as en réalité mis ton arsenal entre leurs mains. Le stoïcien ne confond pas proximité et permission. Il sait que même les liens solides peuvent se briser, et qu'une parole donnée aujourd'hui peut être utilisée contre toi demain. Épictète le résumait ainsi: « Ce qui dépend de toi, garde-le en toi. » Tes véritables faiblesses, celles qui te feraient chanceler si elles étaient exposées, ne doivent jamais sortir de ton cercle intérieur. Et ce cercle peut être si restreint qu'il ne contient parfois que toi seul. Réfléchis. Combien de fois as-tu vu une personne changer soudainement d'attitude après avoir appris quelque chose de sensible à ton sujet? Les hypocrites sont comme des joueurs d'échecs. Chaque information est une pièce qu'ils placent pour préparer le coup final. Ils ne te frappent pas toujours immédiatement. Parfois, ils attendent le moment exact où cette faiblesse pourra servir leurs intérêts. Ne pas révéler tes véritables faiblesses, ce n'est pas vivre dans la paranoïa. C'est comprendre que tout le monde ne mérite pas un accès complet à ton âme. La compassion, l'écoute, la proximité peuvent être sincères, mais elles doivent être testées avant d'être pleinement honorées. Car la vérité est que même les bonnes intentions peuvent se déformer sous la pression de la peur, de la jalousie ou de l'intérêt personnel. Le stoïcien sait transformer ses vulnérabilités en zones fortifiées. Cela ne veut pas dire nier ses blessures, mais les travailler en silence, jusqu'à ce qu'elles cessent d'être des points d'attaque. Ce qui t'a brisé hier ne doit pas rester une fissure ouverte. C'est une pierre que tu dois replacer dans tes fondations, de sorte qu'elle te rende plus solide et non plus fragile. Pour appliquer cela, observe la prochaine fois que tu es tenté de te confier. Pose-toi 3 questions. Est-ce que cette personne a déjà prouvé qu'elle sait garder une parole? A-t-elle un intérêt direct ou indirect à connaître cette information? Si demain notre relation se brisait, pourrais-je vivre en paix en sachant qu'elle détient ce secret? Si la réponse est floue, retiens tes mots. Parle de manière générale, garde les détails essentiels pour toi. L'art de la conversation stratégique consiste à sembler ouvert tout en restant fermé sur l'essentiel. On peut partager des anecdotes, des réflexions, même des opinions, mais pas les clés de ta forteresse. Les faux et les doubles faces détestent ceux qui ne livrent pas leurs points faibles, car ils ne peuvent pas construire de stratégie contre eux. Ils peuvent deviner, supposer, inventer, mais ils savent que sans certitude, leur coup risque d'être inefficace. Et plus ils se heurtent à ce mur invisible, plus ils comprennent que tu es imprenable. Écris en toi cette phrase. Mes failles ne sont pas publiques. Qu'elles deviennent ton garde-fou, te rappelant que chaque faiblesse gardée secrète est une arme de moins contre toi, et que dans un monde où les sourires cachent parfois des crocs, celui qui préserve ses vulnérabilités conserve sa souveraineté. Leçon 9. Maîtrise l'art du détachement stratégique. Les faux et les doubles faces prospèrent sur un terrain fertile. Ton attachement émotionnel, plus tu es attaché à une personne, à une relation, à une opinion qu'ils contrôlent, plus ils ont d'influence sur toi. Le détachement stratégique n'est pas un manque d'amour ou d'intérêt. C'est la capacité de te retirer intérieurement quand tu sens que l'autre cherche à te posséder. C'est rester maître de toi, même au milieu de ceux qui veulent t'enchaîner par les liens invisibles de la dépendance affective. Le stoïcien sait que tout ce qui existe dans le monde est éphémère. Les alliances, les amitiés, les promesses, tout peut se transformer. Marc Aurèle le répétait. Tout ce que tu aimes un jour te sera arraché, non pour te rendre amer, mais pour te préparer. Car celui qui s'accroche avec désespoir à ce qui peut disparaître se condamne à la souffrance et surtout devient vulnérable aux manipulations de ceux qui peuvent menacer de le lui enlever. Les hypocrites ont compris ce mécanisme. Ils se placent au centre de ceux que tu désires le plus. Reconnaissance, affection, validation, accès à certaines opportunités. Puis ils conditionnent l'accès à ces choses à ta soumission silencieuse. Si tu n'es pas détaché, tu acceptes des compromis que tu n'aurais jamais tolérés uniquement par peur de perdre. Mais si tu as appris à te détacher, leur pouvoir s'effondre, car ils ne peuvent plus rien t'enlever qui t'appartienne vraiment. Le détachement stratégique commence par une vérité simple mais radicale.
Rien ni personne ne te définit en dehors de toi-même. Tu peux aimer sans t'attacher au point de perdre ton centre. Tu peux soutenir sans te rendre indispensable au point de t'épuiser. Tu peux investir dans une relation sans lui remettre les clés de ta paix intérieure. Cette posture ne t'éloigne pas des autres, elle t'en rapproche de manière plus saine, car elle enlève la peur qui pollue les liens. Concrètement, cela signifie que tu dois apprendre à t'évaluer toi-même sans te baser sur les réactions extérieures. Ne te laisse pas élever par les compliments, ni abattre par les critiques. Les deux viennent souvent du même endroit, l'opinion changeante des hommes. En te détachant de ces oscillations, tu entres dans un espace intérieur où personne ne peut t'atteindre sans ton accord. Le stoïcien applique aussi ce principe dans les moments de conflit. Face à une attaque, il ne réagit pas comme si sa vie dépendait de la relation ou de l'opinion de l'autre. Il reste calme, car il sait que se détacher, c'est garder la main sur ses choix. Les provocateurs veulent t'entraîner dans l'urgence émotionnelle, car c'est là que tu fais des erreurs. Mais si tu es détaché, tu choisis le moment et la manière de répondre, ou même de ne pas répondre du tout. Pour t'exercer, pense aujourd'hui à une personne ou une situation à laquelle tu es attaché au point de te sentir vulnérable. Puis demande-toi, si cela disparaissait demain, qui serais-je? Qu'est-ce qui resterait intact en moi? Cette réflexion peut te sembler dure, mais elle est libératrice. Elle t'apprend que ton centre ne doit pas se trouver hors de toi. Les doubles faces ne peuvent rien contre un esprit libre de l'attachement excessif. Ils peuvent essayer de te séduire, de te manipuler, de te menacer. Mais si tu n'es pas lié à eux par la peur de perdre, tu leur es imprenable. Tu peux choisir de rester ou de partir sans trembler. Et c'est là ta véritable puissance. Écris en toi cette phrase « Rien d'extérieur ne m'appartient vraiment ». Elle deviendra le rappel que ton vrai pouvoir réside dans ce que tu peux conserver, même quand tout est enlevé, et que dans un monde d'illusions, le détachement est l'arme ultime contre la possession des âmes. Leçon 10. Reste imprévisible pour déjouer leurs plans. Les faux et les doubles faces ont besoin de te lire pour te contrôler. Est pinovest foblitu pro, est pro foblitu proie. Leur stratégie repose sur ta prévisibilité. Savoir ce que tu feras, comment tu réagiras, quelles décisions tu prendras face à un certain type de pression. Plus tes comportements sont prévisibles, plus il leur est facile d'anticiper et de manipuler tes choix. Si tu veux te protéger, tu dois apprendre à devenir une énigme. Le stoïcien ne se laisse pas enfermer dans un schéma visible. Il n'agit pas toujours selon les attentes de l'autre. Parfois il avance, parfois il recule, parfois il reste immobile, alors qu'on l'attend en mouvement. Cette capacité à surprendre ne vient pas d'un esprit capricieux, mais d'une maîtrise profonde. Il agit par choix, non par habitude ou par réflexe. Marc Aurèle écrivait « L'homme libre est celui qui agit selon la raison, non selon l'impulsion. » Et cette liberté d'action est ce qui déstabilise ceux qui cherchent à le contrôler. Les manipulateurs ont un besoin vital de routine émotionnelle chez leur proie. Ils veulent que tu sois prévisible dans ta colère, dans ta joie, dans ta manière de donner ou de refuser. Ainsi, ils savent exactement quand appuyer sur tel bouton pour obtenir tel résultat. Mais si, un jour, ils trouvent ce bouton inactif ou qu'il produit un effet inattendu, c'est tout leur plan qui s'effondre. Rester imprévisible ne veut pas dire être incohérent ou instable. Cela signifie casser les automatismes que les autres ont appris à exploiter. Si l'on sait que tu dis toujours oui, apprends à dire non. Si l'on sait que tu réagis immédiatement à une provocation, apprends à rester silencieux. Si l'on sait que tu dévoiles toujours tes projets, garde-les pour toi jusqu'au dernier moment. L'imprévisibilité est aussi un outil psychologique puissant. Elle oblige les autres à rester prudents avec toi, car ils ne peuvent pas anticiper ta réponse. Les hypocrites n'aiment pas ce terrain glissant. Ils préfèrent les personnes qui réagissent selon des règles fixes, car cela leur donne un sentiment de contrôle. En brisant ce contrôle, tu les mets sur la défensive. Le stoïcien utilise l'imprévisibilité avec mesure. Ce n'est pas un jeu pour manipuler, mais une tactique pour protéger son intégrité. Il sait que, dans un monde où l'information est pouvoir, garder le mystère sur ses prochains gestes est une forme de sécurité. Il n'annonce pas ses limites, il les montre. Il ne prévient pas de ses retraits, il s'éloigne quand il le décide.
Pour t'exercer, choisis aujourd'hui une situation où l'on attend de toi une réponse prévisible. Puis, change ton approche. Si l'on attend ton aide immédiate, prends le temps de réfléchir avant de répondre. Si l'on attend une justification, contente-toi d'un simple « ce n'est pas nécessaire d'en parler ». Peu à peu, tu verras que ce brouillard autour de tes intentions rend plus difficile toute tentative de manipulation. Retiens ceci. Dans un jeu où l'on veut te lire comme un livre ouvert, deviens un texte aux pages blanches entre les chapitres. Laisse les autres se demander ce que tu penses, où tu iras, ce que tu décideras, car celui qu'on ne peut pas anticiper est celui qu'on ne peut pas diriger. Écris en toi cette phrase. On ne me lit pas, on me devine. Elle te rappellera que dans un monde d'observateurs, le mystère est ta cuirasse, et que chaque geste imprévisible est une pierre de plus dans la forteresse de ta liberté. Leçon 11. Fais de ton indifférence une arme. Les faux et les doubles faces se nourrissent de ton énergie émotionnelle. Leur jeu n'a de sens que si tu y participes, que si tu réagis à leurs provocations, à leurs manipulations, à leur silence calculé. Ils veulent te voir courir après leur approbation ou t'épuiser à défendre ta position. L'indifférence, pour eux, est un désert. Aucun écho à leurs manœuvres, aucune nourriture pour leur ego. C'est la stratégie qui les rend impuissants. Le stoïcien ne confond pas l'indifférence avec la froideur du cœur. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne pas laisser ses sentiments guider tes décisions face à ceux qui ne méritent pas ton investissement. Marc Aurèle l'avait compris. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Cette vérité est le socle de l'indifférence armée. Elle te rappelle que tu peux observer sans absorber, entendre sans croire, voir sans t'engager. L'indifférence est un mur invisible. L'hypocrite peut frapper, insister, tenter de t'entraîner dans un conflit ou un échange émotionnel. Mais s'il se heurte à un visage calme, à un silence solide, il se fatigue plus vite que toi. Ce n'est pas toi qui es pris dans son jeu. C'est lui qui se perd dans un combat où il n'a pas de prise. Mais pour que l'indifférence soit une arme, elle doit être stratégique, non feinte. Faire semblant d'être indifférent alors que tu brûles intérieurement ne trompe personne. Le corps parle, les yeux parlent, les gestes parlent. Le stoïcien travaille donc d'abord à maîtriser l'intérieur. Il apprend à se détacher du besoin de gagner chaque échange, de convaincre, de prouver qu'il a raison. Il sait que, face au faux, l'argumentation est inutile. Il ne cherche pas la vérité, seulement la victoire. Et leur refuser cette victoire, c'est leur refuser ton énergie. Concrètement, l'indifférence armée consiste à réduire à zéro ton investissement émotionnel, là où il n'y a pas de retour sain. Tu ne cours pas après ceux qui partent, tu ne cherches pas à corriger les fausses images qu'ils propagent, tu ne tombes pas dans leur piège de justification. Tu marches droit, comme si leurs gestes n'avaient pas de poids sur ta trajectoire. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la survie stratégique. Pour t'entraîner, la prochaine fois qu'un faux ou un double face tente de te provoquer, résiste à la tentation de répondre sur le moment. Observe son insistance. Plus il insiste, plus tu verras sa dépendance à ta réaction. Et chaque fois que tu restes calme, tu reprends un peu plus du pouvoir qu'il essayait de prendre sur toi. L'indifférence a un autre effet. Elle clarifie ton cercle. Ceux qui te respectent réellement ne se vexent pas si tu choisis de ne pas réagir à tout. Ils comprennent que ton silence est un choix, pas une punition. Les autres, ceux qui s'énervent ou disparaissent quand tu ne te plies pas à leur jeu, se révèlent pour ce qu'ils sont. Des consommateurs d'énergie, pas des alliés. Retiens ceci, tu n'es pas obligé de répondre à tout. Parfois, le plus grand acte de force est de ne rien faire, de ne rien dire, de continuer ta route comme si l'attaque n'avait jamais existé. Les faux et les doubles faces détestent ce vide, car il leur renvoie leur propre insignifiance. Écris en toi cette phrase. Mon énergie est sacrée. Elle te rappellera que chaque fois que tu choisis l'indifférence là où la réaction était attendue, tu gagnes du terrain. Et dans un monde où tant cherche à te contrôler par l'émotion, celui qui reste inébranlable devient intouchable. Leçon 12. Ne laisse personne définir ta vérité. Le plus grand pouvoir que les faux et les doubles faces puissent prendre sur toi n'est pas matériel. Ce n'est pas ton argent, ton temps, ni même ton énergie, c'est ta vérité. Le jour où tu acceptes de voir le monde à travers leurs yeux, le jour où tu leur laisses décider qui tu es, ce que tu vaux et ce que tu dois penser,
Ils t'ont déjà vaincu. Ce n'est plus toi qui vis. C'est l'image qu'ils ont façonnée de toi qui prend ta place. Le stoïcien refuse cette prise. Il sait que la perception des autres est instable, changeante, soumise à leurs humeurs, à leurs intérêts, à leurs propres illusions. Il sait aussi que celui qui vit en quête d'être compris ou validé est déjà enchaîné. Épictète l'exprimait avec une force tranquille. Si tu veux progresser, contente-toi d'être ignoré ou pris pour un imbécile. Car ta vérité n'a pas besoin d'être crue pour être vraie. Les doubles faces travaillent toujours à remodeler ta perception. Ils peuvent te flatter pour que tu t'alignes sur leurs attentes, ou te rabaisser pour t'affaiblir et te rendre docile. Dans les deux cas, le but est le même, t'éloigner de ton centre, pour que tu dépendes d'eux pour savoir qui tu es. Plus tu t'appuies sur leur validation ou leur rejet pour te définir, plus tu leur offres la clé de ton identité. Refuser qu'on définisse ta vérité, c'est accepter que tout le monde n'ait pas la même lecture de toi et que ce n'est pas ton problème. Tu peux être mal compris, critiqué, déformé et continuer à marcher droit. Car ta boussole ne se trouve pas dans les voies extérieures, mais dans ta propre conscience. Cela ne signifie pas ignorer tout conseil ou toute critique, mais filtrer chaque parole à travers le prisme de tes valeurs. Concrètement, cela implique de t'interroger chaque fois que quelqu'un te colle une étiquette. Est-ce que cette vision de moi est juste selon mes propres principes? Si la réponse est non, alors cette étiquette n'existe pas pour toi, même si elle se répand dans la bouche des autres. Tu ne combats pas chaque mensonge par des mots parfois. Le simple fait de vivre ta vérité avec constance est la réponse la plus forte. Les faux détestent ceux qui se tiennent droit dans leur vérité, car ils ne peuvent pas les manipuler par la honte ni par l'orgueil. Ils ne peuvent pas les pousser à se trahir eux-mêmes pour correspondre à une image imposée. C'est pourquoi ils tenteront de te faire douter subtilement. Un commentaire ironique, un silence prolongé, un regard qui suggère que tu n'es pas assez. Mais si ta vérité est en toi comme un roc, ces tentatives glissent comme l'eau sur la pierre. Pour renforcer ce roc, écris noir sur blanc tes valeurs fondamentales, celles qui ne dépendent ni du regard des autres, ni des circonstances. Puis, engage-toi à agir en accord avec elles, même si cela te coûte l'approbation, la compréhension ou l'admiration de certains. Plus tu vivras selon ces valeurs, plus leur jugement aura peu d'importance, car il ne pourra pas ébranler ce que tu sais déjà être juste. Retiens ceci. Le monde peut se tromper sur toi. Il peut t'accuser de ce que tu n'es pas, ou ignorer ce que tu es vraiment. Mais il ne peut pas te voler ta vérité, à moins que tu la lui donnes. Et cette vérité, c'est à toi de la garder, de la protéger, de l'incarner chaque jour, même en silence. Écris en toi cette phrase. Ma vérité m'appartient. Elle sera ton encre, te rappelant que personne n'a le droit de te définir à ta place, et que dans un monde d'opinions changeantes, rester fidèle à soi-même est l'acte le plus révolutionnaire. Leçon 13. Fais de ta solitude un royaume. Les faux et les doubles faces détestent ceux qui peuvent marcher seuls, car la solitude est leur plus grand échec. Elle signifie qu'ils n'ont pas réussi à te rendre dépendant. Ils savent que celui qui a peur d'être seul acceptera presque tout pour éviter ce vide. Il pliera, il fera des compromis, il tolérera l'inacceptable, juste pour ne pas affronter le silence. Mais si tu transformes ce silence en force, ils perdent leur arme la plus puissante. Le stoïcien ne fuit pas la solitude, il l'embrasse, car il sait qu'elle est l'espace où se construit la souveraineté intérieure. Dans la solitude, tu n'as pas besoin de feindre, pas besoin de porter de masque, pas besoin de jouer un rôle. C'est là que tu peux entendre ta voix réelle, loin des murmures manipulateurs et des regards calculateurs. Marc Aurèle méditait souvent seul, non pas par rejet du monde, mais pour revenir à lui-même, intact, pur, clair. Les hypocrites veulent t'entourer pour mieux t'influencer. Ils créent une présence constante, une dépendance subtile à leur validation, à leur attention, à leur compagnie. Ils veulent que ton confort dépende de leur proximité. Mais si tu sais être bien seul, tu deviens insaisissable. Tu n'as plus besoin de courir après ceux qui partent, ni de retenir ceux qui te trahissent. Tu peux fermer la porte et continuer à vivre pleinement. Faire de ta solitude un royaume, c'est apprendre à y trouver de la richesse. Lis, écris, médite. Travaille sur tes projets sans chercher à en parler pour être reconnu. Remplis ton espace de silence choisi, non d'un silence subi.
Et peu à peu, tu verras que ce que tu prenais pour un vide est en réalité un territoire fertile où rien, ni personne, ne peut te voler ce que tu construis. Les doubles faces ont peur de ceux qui n'ont pas peur d'être seuls, car ils n'ont aucun levier sur eux. Tu peux être avec eux par choix et non par besoin. Et cette liberté change tout. Tu ne cèdes pas pour sauver une relation. Tu ne te trahis pas pour rester inclus dans un groupe. Tu avances à ton rythme et les bons te rejoignent sans que tu aies à les retenir. Pour cultiver ce royaume, commence par prendre du temps seul chaque jour, même quelques minutes. Éloigne-toi des écrans, des bruits, des opinions des autres. Reste avec toi. Observe comment, au début, l'agitation monte, comme une faim d'attention. Puis, si tu persistes, cette faim se transforme en paix. Et dans cette paix, tu deviens inébranlable. Retiens ceci. La solitude n'est pas un désert, c'est une forteresse. Et plus tu la rends belle, riche et inviolable, plus tu deviens un être que personne ne peut dompter. Écris en toi cette phrase. Je me suffis à moi-même. Car celui qui se suffit à lui-même ne se vend jamais pour un peu de compagnie. Et dans un monde de masques, il marche avec la tête haute, seul s'il le faut, mais toujours libre. Leçon 14. Choisis tes batailles, abandonne le reste. Les faux et les doubles faces veulent t'épuiser. Leur arme favorite n'est pas toujours l'attaque frontale, mais l'accumulation de petites provocations, de conflits inutiles, de débats sans fin. Ils savent que si tu disperses ton énergie à répondre à tout et à tous, il ne te restera plus rien pour avancer sur ce qui compte vraiment. Leurs pièges ne sont pas toujours visibles. Parfois, ce sont des conversations qui tournent en rond, des accusations voilées ou des tensions qu'ils entretiennent juste assez pour te garder occupé. Le stoïcien comprend que toute bataille a un coût et que chaque réaction est un investissement. Marc Aurèle écrivait « Tu n'as pas à avoir une opinion sur tout. » Cette phrase est une libération. Elle signifie que tu peux choisir où mettre ton énergie et surtout où ne pas la mettre. Chaque fois que tu refuses d'entrer dans un conflit inutile, tu gardes ton pouvoir. Les hypocrites haïssent cette sélection stratégique. Ils veulent t'attirer dans leur théâtre, car dans leur théâtre, ils tiennent le script. Mais si tu choisis tes batailles, tu refuses de jouer leur pièce. Tu attends le moment où l'enjeu est réel, où la victoire a du sens, et là seulement, tu engages ta force avec calme, précision et une énergie concentrée. Concrètement, cela signifie apprendre à laisser passer certaines attaques, non par faiblesse, mais par calcul. Demande-toi à chaque provocation, si je gagne cette bataille, qu'est-ce que cela change vraiment? Si la réponse est rien, alors le silence est ta meilleure arme. Car le silence, face à un provocateur, n'est pas un vide. C'est un miroir qui lui renvoie sa propre insignifiance. Les faux prospèrent dans le bruit et la réactivité. Ils veulent que tu gaspilles tes ressources sur des fronts secondaires, pendant qu'ils avancent ailleurs. Mais si tu refuses de te disperser, si tu concentres ton énergie sur tes vrais objectifs, ils se retrouvent désarmés. Ils voient que tu ne réponds pas à leur jeu, que tu ne viens pas sur leur terrain, et ils perdent l'avantage. Le stoïcien ne fuit pas les combats qui comptent. Il sait se lever quand ses valeurs ou ses proches sont menacés, mais il sait aussi se détourner de tout ce qui ne mérite pas son souffle. Cette discipline n'est pas un manque de courage, c'est la maîtrise suprême. Savoir que ton énergie est précieuse et qu'elle ne doit pas être dilapidée dans des guerres qui ne mènent nulle part. Retiens ceci. Celui qui se bat pour tout finit par ne plus avoir de force pour ce qui compte. Celui qui choisit ses batailles gagne les guerres qui façonnent vraiment sa vie. Écris en toi cette phrase. Mon énergie ne se gaspille pas. Elle te rappellera que dans un monde où l'on te tend 1000 pièges pour t'épuiser, ta sélection est ton pouvoir, et ton silence, ta victoire. Leçon 15. Reste toujours plus grand que l'offense. Les faux et les doubles faces vivent de la réaction qu'ils provoquent. Leur but n'est pas seulement de te nuire, mais de t'entraîner dans un état où tu perds ta grandeur, où tu deviens leur égal dans la mesquinerie, la colère ou la rancune. Ils savent que si tu te laisses rabaisser à leur niveau, tu perdras ton équilibre et avec lui, ta crédibilité. Le stoïcien refuse cette descente. Il sait que l'offense est une invitation à abandonner sa souveraineté intérieure. Épictète l'enseignait avec force. Personne ne peut te blesser sans ton consentement. Cela ne signifie pas que l'offense n'existe pas,
mais que c'est toi qui décides si elles pénètrent ou non dans ton espace intérieur. Rester plus grand que l'offense, c'est comprendre que répondre avec dignité n'est pas faiblesse, mais force pure. C'est ne pas laisser la colère prendre le contrôle, même quand elle semble justifiée, car la colère ouvre des portes en toi, elle donne accès à ton jugement, à tes décisions, à ta paix. Et une fois ouverte, les manipulateurs s'y engouffrent. Les hypocrites détestent ceux qui restent impassibles face aux attaques. Ils veulent que tu cries, que tu t'énerves, que tu cherches à te justifier, car chaque réaction émotionnelle est une victoire pour eux. Mais si tu leur réponds par un calme implacable, tu brises leur mécanisme. Ils frappent dans le vide, et dans ce vide, ils s'épuisent. Concrètement, cela signifie apprendre à respirer dans l'instant où l'offense te touche. Ne réponds pas dans le feu de l'émotion, mais une distance. Dis-toi, ceci n'est pas mon centre. Laisse l'autre porter le poids de ses propres paroles, tandis que tu restes sur ton socle. La dignité silencieuse a un effet corrosif sur la mesquinerie. Elle révèle la petitesse de l'autre sans que tu aies à dire un mot. Rester plus grand que l'offense, ce n'est pas pardonner naïvement ni tout accepter. C'est agir à partir d'un espace de clarté, non de réaction. C'est choisir les moments où tu réponds et la manière dont tu le fais, afin que chaque parole, chaque geste serve ton intégrité au lieu de la trahir. Retiens ceci, celui qui reste debout pendant la tempête inspire plus de respect que celui qui crie contre le vent. Les faux et les doubles faces cherchent à t'arracher à toi-même. Refuse-leur ce plaisir. Reste grand, reste calme, reste maître. Écris en toi cette phrase « Je suis plus grand que l'offense ». Elle deviendra ton encre dans les moments où la provocation frappe, te rappelant que ta vraie victoire n'est pas d'écraser l'autre, mais de rester intacte. Tu viens d'entendre des vérités que beaucoup préfèrent ignorer, parce qu'elles dérangent, parce qu'elles forcent à regarder le monde et les hommes sans le voile confortable de l'illusion. Les faux et les doubles faces existent et ils ne disparaîtront pas. Mais, avec ces leçons, tu sais maintenant comment marcher parmi eux sans leur offrir ton cœur, ta paix ou ta liberté. Le stoïcisme n'est pas une armure froide qui t'empêche d'aimer. C'est une discipline intérieure qui t'empêche de te perdre. C'est l'art de choisir à qui tu ouvres tes portes, de garder tes limites inviolables, de parler avec intention et de te taire avec puissance. C'est savoir que ta valeur ne dépend pas de l'approbation, que ton énergie est précieuse, que ton silence peut être plus tranchant qu'une réponse, et que ta solitude peut être un royaume. Le monde te testera, les masques tomberont, certains viendront avec des louanges, d'autres avec des attaques. Mais si tu es solide à l'intérieur, aucun vent extérieur ne pourra te renverser. Tu es le gardien de ta vérité, tu es le souverain de ton territoire intérieur. Et chaque jour où tu choisis la lucidité plutôt que l'illusion, tu rends leur jeu inutile. Ne cherche pas à convaincre tout le monde. Ne cherche pas à exposer les faux pour que chacun le voie. Marche simplement dans ta vérité et laisse tes actes parler. Les bons te reconnaîtront, les autres s'éloigneront. Et toi, tu resteras debout, libre et intact. Alors aujourd'hui, écris-le en commentaire pour sceller ton engagement. Je deviens imprenable. Et si ces paroles ont réveillé quelque chose en toi, abonne-toi, car ici, chaque mot est une pierre dans la construction de ton fort intérieur. Tu as l'impression que chaque jour est un combat sans fin. Tu luttes contre ton patron, ta famille, tout le monde autour de toi. Eh bien, je vais te révéler un secret. Il n'y a personne d'autre dans cette bataille. Ce n'est pas le monde contre toi. Ton ennemi, ce n'est pas ton voisin qui fait trop de bruit, ni la connexion Internet trop lente. Non, mon ami, c'est toi contre toi-même. Le seul ennemi que tu dois vaincre, c'est cette voix qui murmure « Tu ne peux pas, tu n'es pas suffisamment bon ». Cette personne que tu vois chaque matin dans le miroir et qui te regarde avec mépris, avec doute, avec peur. Et comment gagnes-tu la bataille, ami? Chaque décision, chaque action, chaque pensée est un coup dans ce combat. Et il n'y a que deux chemins, être le maître de toi-même ou l'esclave de tes peurs. Le stoïcisme nous a appris que la plus grande bataille que nous livrons n'est pas contre le monde, mais contre notre propre esprit. La discipline contre le doute, l'action contre l'excuse. C'est ainsi que l'on retrouve la foi en soi.
Aujourd'hui, je t'expliquerai comment les stoïciens ont entraîné leur esprit comme un muscle jusqu'à devenir imparable. Es-tu prêt à retrouver la foi en toi? Reste avec moi jusqu'à la fin et tu découvriras de quoi tu es capable. Commençons. Mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire qui te fera comprendre que la plus grande bataille que tu livreras dans ta vie n'est pas contre le monde, mais contre toi-même. Ceci est l'histoire de Thomas, un forgeron qui avait consacré sa vie au feu et au métal. Pendant plus de 30 ans, son marteau avait frappé l'enclume, façonnant outils, fer à cheval et épée. Mais ce que personne ne savait, c'est que, bien que son travail fût de forger l'acier, son esprit se brisait un peu plus chaque jour. La peur le consumait en silence, peur que son métier disparaisse, que personne n'ait plus besoin de ce qu'il faisait. Les clients se faisaient de plus en plus rares. Les gens préféraient acheter des outils fabriqués en usine. Peur que ses mains ne soient plus aussi fermes qu'avant, que l'âge fasse de lui un poids mort. Chaque jour, le marteau semblait plus lourd, le métal plus ardu, la routine plus épuisante. Peur de rester en arrière, de devenir invisible, d'être remplacé. Mais le pire, c'était cette voix dans sa tête, celle qui lui disait que cela ne valait plus la peine d'essayer, que le monde changeait et qu'il ne pouvait pas changer avec lui, que sa fin était déjà écrite, que son temps était compté. Et ainsi, sans s'en rendre compte, Thomas cessa d'essayer. Son atelier restait ouvert, mais son esprit était fermé. Chaque commande rappelait ce qu'il n'était plus, chaque coup sur l'enclume sonnait comme une défaite, jusqu'au jour où quelque chose le secoua complètement. En se promenant sur le marché, il aperçut un vieil homme en train d'aiguiser des couteaux sur un étal improvisé. Ses mains ridées mais fermes travaillaient avec une précision enviable. Thomas, ronge par le doute, s'approcha et demanda « Maître, comment continuez-vous à faire cela après tant d'années ?» Le vieil homme leva les yeux et sourit avant de répondre « Il y a longtemps, j'ai compris quelque chose que beaucoup ne voient pas. L'esprit se forge comme le fer. Si tu ne le travailles pas, il rouille. Si tu ne le confrontes pas, il s'affaiblit. Ce n'est ni l'âge, ni les circonstances, ni la chance qui t'arrête, c'est toi-même. » Thomas acquiesça en silence, mais quelque chose en lui restait sceptique. Il regarda les couteaux que le vieil homme aiguisait et sentit que la question dans sa tête devait sortir. Mais aujourd'hui, on vend des couteaux partout. Tout le monde les achète déjà faits. Vous ne craignez pas qu'un jour plus personne n'ait besoin de vous? Le vieil homme le regarda calmement, tout en aiguisant le dernier couteau, puis répondit d'une voix ferme mais sereine. « Aujourd'hui, j'affûte des couteaux, mais ce n'est pas la seule chose que je sache faire. Je gagne mon pain avec mes mains depuis toujours et je suis convaincu que je continuerai d'une manière ou d'une autre. Ce que je sais vaut plus que n'importe quel outil, et tant que j'aurai de la volonté, je trouverai toujours un moyen d'avancer. » Ces paroles brûlèrent Thomas plus que le feu de sa forge. « Quelle leçon !» pensa-t-il. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il songea à toutes les fois où il avait laissé le doute le dominer, à toutes les peurs qui avaient transformé sa vie en cage invisible. Et il comprit, il ne pouvait plus attendre qu'un secours extérieur arrive. Il était son propre ennemi, mais aussi sa seule solution. Le lendemain matin, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il alluma la forge avec détermination. Au lieu de se contenter des mêmes travaux, il se mit à innover. Il expérimenta de nouveaux designs, apprit des techniques modernes, alla au village parler aux commerçants et découvrit que les gens recherchaient des pièces uniques, personnalisées, que les usines ne pouvaient pas fabriquer. Il se mit à offrir des produits différents, des outils artisanaux avec des détails uniques. Il cessa de voir son âge comme une limitation et en fit son plus grand atout. Son expérience, son habileté, son histoire étaient sa plus grande force. Peu à peu, les peurs s'éteignirent, comme le fer plongé dans l'eau froide. Et toi, dis-moi, combien de fois as-tu laissé ton esprit t'arrêter? Combien de fois as-tu écouté cette voix qui te dit que tu ne peux pas, que tu ne dois pas, qu'il est trop tard? Te rends-tu compte que toi et toi seul es ton unique ennemi? Aujourd'hui, tu vas apprendre comment les stoïciens ont forgé une mentalité inébranlable, comment ils ont entraîné leur esprit pour résister au doute, à la peur et à l'apitoiement, parce que la véritable bataille n'est pas contre le monde, mais contre toi-même. Mais ami, si tu restes avec moi aujourd'hui, cela va changer. Avant de continuer, si ce contenu t'apporte de la valeur,
Abonne-toi et deviens membre exclusif pour accéder à des avantages uniques. Et dis-nous dans les commentaires dans quelle situation tu sens que tu deviens ton pire ennemi. Ou écris simplement « Moi, stoïcien ». Faisons de cet espace un lieu où nous pouvons tous grandir et nous renforcer ensemble. 1. L'ennemi n'est pas dehors. Je suis sûr que tu es tombé dans ce piège, chercher l'ennemi à l'extérieur. Tu regardes autour de toi et penses que le problème vient du monde, que si les circonstances étaient différentes, si les personnes autour de toi étaient plus compréhensives, si la chance était de ton côté, stop, laisse-moi te dire quelque chose. Ton pire ennemi n'est pas dehors, il est en toi. Et si tu ne réalises pas cela, tu continues de perdre la bataille chaque jour. L'esprit est une arme à double tranchant. Il peut être ton allié le plus puissant ou le bourreau qui sabote chacun de tes mouvements. C'est cette voix intérieure qui te freine, qui te remplit de doutes, qui te fait questionner si tu en es vraiment capable. Ce n'est ni ton patron, ni la société, ni ton passé. C'est toi. Et tu sais quoi? Tu peux l'utiliser à ton avantage. Crois-tu que Marc Aurèle, au milieu de la guerre, se disait « Je n'ai pas de chance, le monde est injuste, personne ne me respecte ». Bien sûr que non. Il comprenait que le seul pouvoir réel que nous avons est sur notre esprit. C'est pour cela qu'il a dit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends-le et tu trouveras la force. » Mais la plupart des gens font le contraire. Ils blâment le destin, leur enfance, l'économie, le chien du voisin qui aboie trop, et ainsi ils se condamnent à vivre dans une cage sans clé, car ils n'affrontent jamais le véritable ennemi, eux-mêmes. Imagine deux soldats dans la même bataille. Tous deux affrontent la faim, le froid et l'épuisement. L'un se répète « C'est insupportable, je n'en peux plus, pourquoi moi ?» L'autre pense « Ceci est une épreuve, une occasion de prouver ma force, je vais continuer à avancer. » Les deux vivent la même réalité, mais leurs esprits créent deux mondes totalement différents. Il en va de même pour toi. Ce n'est pas la situation qui te vainc, mais l'histoire que tu te racontes à son sujet. Le problème n'est pas l'obstacle, mais ta réaction. C'est quelque chose que les stoïciens ont compris à la perfection. Qui domine son esprit, domine sa vie. Chaque fois que tu penses « je ne peux pas », chaque fois que tu te dis « c'est trop difficile », chaque fois que tu procrastines, chaque fois que tu doutes, tu t'affaiblis toi-même. Tu deviens ton pire ennemi. Pose-toi cette question dès maintenant. Si ton esprit était une personne, la verrais-tu comme ton meilleur allié ou ton pire ennemi? Parce que si chaque fois que tu veux t'améliorer, cette voix te dit « tu n'es pas assez bon, il est trop tard pour toi », et si tu échoues, alors tu vis avec un ennemi qui t'entraîne vers l'abîme jour après jour. Mais pas de panique, voici la solution. Commence par questionner chaque pensée négative. N'accepte pas chaque idée comme une vérité absolue. Demande-toi, est-ce réel ou n'est-ce que la peur déguisée en logique? Autre astuce infaillible, ne t'arrête pas pour négocier avec le doute. Chaque seconde que tu passes à douter est une seconde perdue. Fais ce que tu as à faire sans donner le temps à ton esprit de te convaincre du contraire. Souviens-toi des mots de Marc Aurèle. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Et en parlant de paroles puissantes, dis-moi, comment te parles-tu à toi-même? Parle-toi comme un leader et tu deviendras un leader. Tu ne parlerais pas à ton meilleur ami avec mépris et démotivation, n'est-ce pas? Alors pourquoi le fais-tu avec toi? Change cela. Parle-toi avec respect et détermination. Le stoïcisme ne consiste pas à éliminer les émotions, mais à entraîner ton esprit pour qu'il ne te contrôle pas, afin que, lorsque la peur et le doute apparaissent, tu puisses les regarder en face et continuer malgré tout. Car au bout du compte, mon ami, il n'y a pas d'ennemi plus dangereux que celui qui vit dans ta tête. Mais maintenant, tu connais le grand secret des stoïciens. Si tu le domines, il cessera d'être ton pire ennemi pour devenir ton meilleur allié. 2. La peur te paralyse, l'action te libère. Imagine que tu regardes ton téléphone et qu'il y ait un appel manqué de ton patron et un message intitulé « Urgent, nous devons parler ». Tu sens un nœud dans ton estomac, ton esprit panique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais sûrement perdre mon travail. Comment vais-je subvenir à ma famille? Tu ne peux pas t'empêcher d'imaginer tous les pires scénarios et l'anxiété monte. Les minutes passent et tu ne rappelles toujours pas. Chaque seconde d'attente fait grandir la peur. Mais finalement, quand tu te décides à appeler, surprise, ce n'était rien de grave. On avait seulement besoin de ton avis avant de prendre une décision importante. Tu te rends compte? La seule chose qui se passait,
c'est que ton patron te considère comme quelqu'un d'important. Tout ce stress, tout ce drame mental, pour rien. Encore une fois, il n'y avait rien ni personne contre toi. C'était juste toi contre toi-même. Soyons honnêtes. Le pire, c'est que ce n'est pas un cas isolé, ni la première ni la dernière fois. Nous tombons dans ce piège de la peur encore et encore. Nous le faisons quand nous évitons une conversation difficile, quand nous repoussons une décision importante, quand nous nous freinons avant de faire quelque chose que nous voulons vraiment. Notre cerveau nous convainc qu'il y a danger, alors qu'en réalité il n'y a qu'incertitude. Et amis, c'était utile dans la savane quand nous étions des hommes préhistoriques et que les lions nous chassaient. Mais aujourd'hui, nous ne vivons pas au milieu de prédateurs, et pourtant la peur nous paralyse pour n'importe quel imprévu. Oui, je sais ce que tu vas dire. Nous sommes humains, nous sommes câblés ainsi. C'est vrai, mais ce n'est pas une excuse pour continuer à céder à la peur encore et encore. Des scientifiques de l'Université de Columbia ont découvert que lorsque nous ne savons pas ce qui va se passer, notre cerveau active l'amygdale, la région qui gère la peur et l'anxiété. Plus l'incertitude est grande, plus notre cerveau invente des scénarios catastrophiques. Le problème n'est pas la peur, c'est l'attente. Mais il y a mieux. L'étude montre qu'à l'instant où nous passons à l'action, le cerveau change de focus. Comme l'a vu Sénèque, la peur nous fait souffrir pour des choses qui ne se sont même pas produites. L'anticipation nous tue plus que la réalité. Imagine que tu n'as jamais fait de vélo. Tu as peur de tomber, de te blesser, de paraître ridicule, mais tu sais qu'il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre. Tu montes, tu pédales, et devine quoi? Tu tombes. Oh, quel drame, pas vrai? Bien sûr que non, mon ami. Le drame aurait été de rester paralysé sans oser essayer. Maintenant, tu es déjà tombé. Le pire est arrivé, et tu t'es rendu compte que ce n'était pas si grave. La peur n'était que du bruit mental. Combien de fois t'es-tu arrêté juste avant d'agir, par peur de ce qui pourrait arriver? Et combien de ces fois, lorsque tu as finalement agi, t'es-tu rendu compte que ce n'était pas si terrible? Voilà comment fonctionne la peur. Plus tu la nourris, plus elle te domine. Mais dès que tu agis, elle s'effondre comme un château de cartes. Je sais que c'est difficile. Voici donc le plan d'action contre la peur. Premièrement, utilise un compte à rebours. Lorsque la peur apparaît, ne lui laisse pas le temps de t'arrêter. 3, 2, 1 et agis. Deuxième astuce, les micro-actions. Entraîne-toi devant le miroir, découpe la peur en petites étapes. Et la cerise sur le gâteau, réécris l'histoire que la peur te raconte. Quand ton esprit dit « ça va mal finir », remplace-le par « c'est une opportunité de m'améliorer ». Ce sont des conseils simples, mais efficaces. La peur, comme tout, se surmonte pas à pas, jour après jour, action après action. 3. Vaincre le monstre du doute. Combien d'opportunités as-tu laissé passer simplement parce que ton propre esprit t'a convaincu que tu n'en étais pas capable? Combien de fois étais-tu à un pas d'essayer, de faire ce saut qui pourrait tout changer? Mais à la dernière seconde, cette voix t'a arrêté. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez bon? Et si les autres me jugent? Stop! Ça s'arrête aujourd'hui, ami. Le doute est un monstre. Il ne vit pas dans le monde réel, mais dans ta tête. Et comme tout monstre, il se nourrit de ta peur, de ton inaction, de chaque moment où tu choisis de ne pas l'affronter. Imagine-toi devant une grande porte dorée. Tu sais que derrière elle se trouve une opportunité incroyable. La promotion que tu as toujours voulu, le projet qui changerait ta vie, la personne à qui tu rêves de parler. Mais juste avant d'ouvrir la porte, tu vois un gardien sombre planté devant toi. Il n'est pas réel, mais sa présence est immense. Il te dit que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas assez bon, que si tu échoues, tu t'en voudras. Tu l'écoutes, tu doutes, tu recules, et la porte ne s'ouvre jamais. Quel gâchis! Laisse-moi te raconter l'histoire de quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps et qui sait exactement de quoi je parle. Un gars qui tenait entre ses mains une opportunité incroyable, sa première grande promotion au travail. Il avait passé des années à se démener, à montrer sa valeur, à se préparer pour le jour où il pourrait monter en grade. Et un jour, l'occasion est enfin arrivée. Le chef l'a convoqué. « Nous voulons que tu diriges une nouvelle équipe. Tu as prouvé que tu en es capable. » C'était ce qu'il avait toujours voulu, le moment qu'il avait imaginé tant de fois. Mais au lieu d'accepter sur le champ, le doute est apparu. « Tu n'es pas prêt. Et si tu échoues et déçois tout le monde, es-tu vraiment sûr de vouloir tant de responsabilités ?»
Alors, au lieu de dire oui sur le moment, il a voulu y réfléchir un peu plus, s'assurer qu'il ne se trompait pas, que tout serait parfait avant de faire le pas. Pendant qu'il pensait, l'entreprise attendit. Au début, on fut patient, on lui laissa quelques jours pour décider. Mais ces jours passèrent, puis une semaine, et il ne donnait toujours pas de réponse claire. Il n'avait pas dit non, mais il n'avait pas dit oui. Et une entreprise ne peut pas attendre indéfiniment. Comme il ne se décidait pas, on dut prendre la décision pour lui. On donna le poste à quelqu'un d'autre. Quand il trouva enfin le courage d'accepter, il était trop tard. L'opportunité qu'il avait attendue pendant des années s'était évaporée en quelques jours. Et ce n'était pas parce qu'il n'était pas assez bon, évidemment qu'il l'était. C'est parce qu'il avait douté de lui-même jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à décider. Je dois t'avouer, ami, que ce garçon timoré, c'était moi. Je me suis vaincu moi-même. Ce n'était ni le monde, ni la concurrence, ni la malchance. C'était moi, mon propre doute, l'ennemi qui vit à l'intérieur de moi. Je partage cette vieille histoire, cette dure expérience, non pas pour susciter ta pitié, mais pour que tu ne commettes pas la même erreur, pour que tu cesses d'être l'obstacle entre toi et la vie que tu veux. Comme on dit, apprendre de ses propres erreurs, c'est bien, mais apprendre des erreurs des autres, c'est un autre niveau. Les stoïciens savaient que le doute est l'ennemi silencieux de l'action. Souvent, ce n'est pas le manque de compétences qui détruit une personne, mais le manque de confiance en elle. Marc Aurèle l'a dit clairement dans ses méditations, « Si c'est à ta portée, pourquoi craindre? Si ça ne l'est pas, pourquoi t'inquiéter? Ne t'inquiète pas pour ce que tu ne peux pas contrôler, mais surtout, ne doute pas de ce que tu peux faire. La seule façon de vaincre le monstre du doute, c'est d'avancer avant qu'il ne grandisse. C'est ainsi que je me suis débarrassé de cette voix qui me paralysait, que j'ai appris à ne plus me trahir. Ne pas laisser le temps au doute de se renforcer. Si tu y penses trop longtemps, tu perdras. Quand l'opportunité apparaît, compte jusqu'à 3 et fais le pas. Ne te donne pas le luxe de rester piégé dans ton esprit. Et une fois que tu décides, agis, même si tu ne te sens pas prêt, car tu ne te sentiras jamais totalement prêt. La peur ne se vainc pas à force de penser, ni en criant. Elle disparaît seulement quand tu la traverses. Et crois-moi, une fois que tu fais le premier pas, la moitié de la bataille est déjà gagnée. Ami de tout cœur, je te le demande, ne laisse pas ta propre personne te voler ce que tu mérites. Ne perds plus une bataille contre toi-même. 4. Tu n'es pas ce que tu dis. Tu es ce que tu fais. Si quelqu'un te suivait pendant un mois, quelqu'un qui ne te connaît pas, pourrait-il deviner qui tu es vraiment? Pourrait-il savoir quelles sont tes valeurs, tes objectifs profonds? Ou découvrirait-il que ce que tu dis et ce que tu fais sont deux choses complètement différentes? La question peut sembler étrange, mais prends un moment pour y penser. Nous connaissons tous quelqu'un qui parle beaucoup de lui-même, de ses projets, des changements imminents dans sa vie. Mais les mois, les années passent, et il est toujours au même endroit. Les mots sont faciles. Seules les actions construisent réellement qui tu es. Imagine que quelqu'un te dise qu'il est écrivain, mais qu'il n'a jamais écrit un seul livre. Qu'il est entrepreneur, mais qu'il n'a jamais lancé la moindre entreprise. Qu'il est discipliné, mais qu'il ne s'est pas levé tôt une seule fois le mois dernier. Que penserais-tu de cette personne? Le problème, c'est que beaucoup confondent l'intention avec l'identité. Et je vais être très clair. Tu n'es pas ce que tu dis, ni même ce que tu penses. Tu es ce que tu démontres par tes actes, jour après jour. Et ce n'est pas qu'une question de valeur, c'est scientifique. Une étude de l'Université de New York a montré que le cerveau récompense à court terme l'intention plus que l'action. Lorsque tu parles avec enthousiasme de ce que tu vas faire, de la dopamine est libérée, comme si tu l'avais déjà accompli. Autrement dit, rien qu'en le disant, tu ressens déjà la récompense, même si tu ne fais rien. C'est pourquoi certaines personnes vivent de plans, d'idées, de discours sur l'avenir, mais n'arrivent jamais à concrétiser quoi que ce soit. C'est comme si quelqu'un achetait tous les outils pour construire une maison, étudiait les plans et racontait à tout le monde à quoi ressemblera son futur manoir, mais ne pose jamais la première brique. Oui, au début, le cerveau le récompense. C'est la magie fugace de la dopamine. Mais que se passe-t-il ensuite? Rien. Le vide, la déception. Les années passent et la maison reste une idée, car il n'a jamais franchi la frontière entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Les stoïciens s'avèrent déjà cela bien avant que la science ne le confirme. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon, sois-le, écrivait Marc Aurèle.
Ne parle pas de discipline, lève-toi tôt. Ne parle pas de changer ta vie, fais le premier changement. Ne parle pas de tes rêves, travaille pour eux. Car au final, la vie ne te juge pas sur tes mots, mais sur tes actes. Un arbre ne se définit pas par les feuilles qu'il promet, mais par les fruits qu'il donne. Et si tu y réfléchis, personne ne peut dire qu'un arbre est robuste avant qu'il n'ait résisté à une tempête. Alors dis-moi, combien de fois es-tu tombé dans ce piège? Combien de fois as-tu eu l'impression d'avancer simplement parce que tu avais fait un plan, parce que tu en avais parlé à quelqu'un, parce que tu disais que tu allais le faire? Mais finalement, tu n'as rien fait pour honorer tes propres promesses. Ami, il est temps d'arrêter de te promettre ce que tu ne te donnes jamais. Il est temps d'arrêter de te mettre des bâtons dans les roues. Si tu ne veux plus que cela t'arrive, voici 2 choses qui peuvent tout changer. Fais avant de parler. Si tu veux faire du sport, entraîne-toi d'abord, puis raconte-le. Si tu veux lancer un projet, fais-le avant de le partager. Et construis des habitudes, pas des intentions. Ah, les habitudes, cet outil divin pour bâtir la vie que tu désires. Ne pense pas à ce que tu feras un jour, décide de ce que tu feras aujourd'hui et fais-le. Parce qu'au bout du compte, tu n'es pas ce que tu dis que tu feras, tu es ce que tu as fait pendant que les autres parlaient encore. Think, ose même si tu n'es pas sûr. Le monde n'attend pas les indécis. Les opportunités ne frappent pas 2 fois. Elles ne s'arrêtent pas pour te demander si tu te sens prêt. Elles n'attendent pas que tout soit clair dans ta tête. Elles passent, et si tu ne les saisis pas, quelqu'un d'autre le fera. Tu n'as pas besoin de plus de certitude, tu as besoin d'oser. Tu as sûrement ce parent qui a toujours voulu créer sa propre entreprise, qui parle de ses idées avec passion, qui se renseigne, qui établit des plans, mais qui ne se décide jamais. Il y a toujours quelque chose qui le retient. Il n'a pas assez d'argent, ce n'est pas le moment, peut-être l'année prochaine. Il en parle à chaque Noël, et les années passent, et son projet n'existe toujours que dans sa tête. Ou cet ami qui rêvait de déménager dans une autre ville, de repartir de zéro, de rencontrer de nouvelles personnes, de construire une vie différente. Mais chaque fois qu'il y pense, il trouve une raison de rester. Et si je ne trouve pas de travail, je ne connais personne là-bas. L'année suivante, il te raconte la même chose et rien n'a changé dans sa vie. Maintenant je te demande, et toi, peut-être que la même chose t'arrive, peut-être que la peur te retient et ne te permet pas de réaliser un rêve, parce que c'est facile de le voir chez les autres, mais si difficile de le reconnaître en soi. Nous aimons croire que la clarté vient d'abord, qu'un jour nous nous réveillerons avec la certitude absolue que c'est le moment d'agir. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Marc Aurèle le savait quand il a dit « Si tu attends toujours de faire ce qui est juste, tu manqueras beaucoup d'occasions de faire quelque chose. » Tu veux un autre exemple stoïcien? Épictète l'a aussi souligné. N'explique pas ta philosophie, vis-la. Cela vaut pour tout. N'attends pas que tout s'aligne. L'action t'apportera les réponses que tu cherches. Mais voici la vérité la plus dure. Personne d'autre ne bloque ton chemin. Ce n'est ni le manque d'opportunités, ni les gens autour de toi, ni la vie qui te met des obstacles. C'est toi, ta peur, ton indécision, ton besoin de certitude. Tu es ton propre ennemi. Et la seule façon de gagner cette bataille est d'oser, de croire en toi même si ce n'est pas clair. Et non, je ne te demande pas de faire des folies. Si tu as peur du vide, tu n'as pas besoin de sauter en parachute. Fais-le en petit. Si tu veux changer de travail, envoie un seul CV. Si tu veux apprendre une langue, apprends seulement 10 mots aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de voir toute la route pour commencer à marcher. Imagine un coureur dans un brouillard dense. Il ne voit pas la fin, mais il voit assez pour faire le prochain pas. Et tout ce qu'il a à faire, c'est continuer d'avancer. Si tu sens que l'indécision est plus forte que toi, fixe-toi une limite de temps pour décider. L'esprit trouvera toujours des excuses pour repousser. Si tu ne te fixes pas de date, tu le remettras encore et encore. Rends la chose simple. Pour une petite décision, donne-toi 1 heure. Pour une grande, donne-toi 24 heures. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'y arrivent pas, ce n'est pas que les premiers ont plus de talent ou plus de clarté. C'est que les premiers osent avant d'être sûrs. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le chemin devient clair seulement lorsque tu te mets en mouvement. Ne laisse pas le doute te paralyser. Maintenant, dis-moi,
Qu'est-ce que tu repousses depuis trop longtemps? Raconte ton histoire dans les commentaires et essayons de nous soutenir les uns les autres. Il s'agit de grandir ensemble. 6. La peur est une invention de ton esprit. Une fable raconte que, dans un village lointain, les habitants vivaient terrorisés par une bête qui habitait dans les collines. On disait qu'elle était énorme, avec des griffes acérées et des yeux brillants qui guettaient dans l'obscurité. Personne ne l'avait vue de près, mais les rumeurs se transmettaient de génération en génération. Si tu t'aventures hors du village la nuit, tu ne reviendras jamais. Par peur, personne n'osait traverser les collines à la tombée du jour, jusqu'au jour où un jeune voyageur arriva au village. En entendant les histoires, il fut intrigué. Comment une créature pouvait-elle maintenir tant de gens prisonniers pendant des années sans que personne ne l'ait vraiment vue? Cette même nuit, pendant que tout le monde dormait, il prit une torche et se dirigea vers les collines. Ses pas résonnaient sur la terre humide, son souffle était lourd, mais il continua. Et alors il la vit. Au loin, dans les ténèbres, deux énormes yeux brillaient. C'était vrai, la bête tant redoutée était là, tapie dans l'obscurité la plus profonde. Son cœur battait à tout rompre, ses jambes tremblaient. Un instant, il eut envie de fuir. Mais au lieu de cela, il avança. À chaque pas, les yeux le fixaient. Il leva la torche, et lorsqu'il fut assez près, il découvrit la vérité. Il n'y avait pas de bête. Les yeux brillants étaient en réalité deux pierres dont les cristaux reflétaient la lumière de la lune, et la silhouette imposante n'était qu'un tronc d'arbre aux branches tordues. Le voyageur resta immobile, contemplant cette image absurde. Il pensa à tous les habitants du village qui vivaient terrifiés, enfermés chez eux, prisonniers de quelque chose qui n'avait jamais existé. La bête n'était pas réelle, mais la peur, oui. Ainsi va la peur dans notre esprit, une ombre qui paraît gigantesque, dangereuse, invincible. Elle nous paralyse sans même attaquer, car c'est nous qui lui donnons sa forme, qui lui attribuons un pouvoir qu'elle n'a pas. Marc Aurèle l'a clairement dit, si quelque chose extérieure t'angoisse, la douleur ne vient pas de la chose, mais de l'importance que tu lui accordes, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. Mais que c'est difficile à voir. Nous nous disons que nous ne sommes pas prêts, que nous allons échouer, que nous ne serons pas assez bons. Nous voyons des ombres et imaginons des monstres, et ils n'existent pas. Ce ne sont que des prétextes que nous nous créons. T'est-il déjà arrivé de te lever la nuit et de voir des silhouettes menaçantes? Puis, tu allumes la lumière et ce n'est que le manteau sur la chaise. Il n'y avait aucun monstre chez toi, mais ton esprit avait lâché son imagination. Le monstre n'est pas réel tant que tu n'y crois pas. Mais la seule façon de te prouver que ce n'est qu'une ombre, c'est d'avancer vers elle. Si chaque fois que tu ressens la peur, tu t'arrêtes, tu lui donnes plus de pouvoir. Fais l'inverse. Quand la peur murmure « tu ne peux pas », agis immédiatement. Approche-toi de l'ombre jusqu'à ce que tu la vois pour ce qu'elle est, un simple reflet du côté obscur de ton esprit. Parce qu'en fin de compte, comme dans la fable, tu découvriras que la bête n'était jamais là. C'était juste ton esprit jouant le rôle du monstre. Et les chaînes qui retiennent cette bête, c'est toi qui les tiens. 7. Le changement fait mal, mais ne pas changer fait encore plus mal. Ah, le changement. Qu'il est douloureux, mais qu'il est transformateur. T'es-tu déjà attardé trop longtemps dans un endroit en sachant que ce n'est pas là que tu veux être? Il était une fois un aigle vieillissant qui se retrouva à un carrefour. Ses serres n'avaient plus la force d'antan, son bec s'était trop courbé, et ses plumes étaient si lourdes qu'il peinait à voler. Il savait que s'il ne faisait rien, il mourrait. Il avait deux options, se rendre à la décadence ou subir un processus douloureux de transformation. Il choisit la seconde. Il vola au sommet d'une montagne et se réfugia dans une grotte. Là, il brisa son bec contre les rochers jusqu'à le casser complètement. Il attendit patiemment que son nouveau bec, plus court et plus tranchant, repousse. Avec lui, il lima ses vieilles serres. Quand ses nouvelles serres furent prêtes, il arracha une à une ses lourdes plumes. Plusieurs mois plus tard, il sortit de la grotte comme un oiseau renouvelé, prêt à fendre le ciel plus fort que jamais. L'histoire est brutale, mais le message est clair. Le changement fait mal. Laisser derrière ce que tu connais, rompre avec ce qui ne te sert plus, lâcher l'ancien pour laisser place au nouveau, n'est jamais facile. Mais ce qui détruit vraiment, ce n'est pas la douleur du changement.
c'est la douleur de rester là où tu n'appartiens plus. Nous nous accrochons au confort, à la routine, au connu, même si cela nous rend malheureux, parce que le changement fait peur. Nous nous disons que demain nous le ferons, que maintenant n'est pas le bon moment. Mais la vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Sénèque l'a dit, pendant que nous perdons notre temps à douter et à remettre à plus tard, la vie s'enfuit. Tu ne dois pas lutter contre le changement, mais contre ta peur de l'échec, contre la voix qui te dit que tu ne peux pas, contre la version de toi qui se contente de moins. Combien de temps vas-tu encore retarder la vie que tu veux vraiment? C'est comme porter des chaussures trop petites. Au début, ça gêne un peu, mais tu tolères. Puis la douleur devient plus intense. Chaque pas est une torture. Mais tu continues de marcher, parce que changer de chaussures signifie t'arrêter, défaire les lacets, supporter l'inconfort d'être pieds nus un instant. Et sans t'en rendre compte, tu passes des années à supporter la douleur, alors que la seule chose à faire était de les retirer. Il en va de même pour cette relation qui ne fonctionne pas, pour ce travail que tu détestes, pour cette version de toi qui ne correspond plus à ce que tu veux être. Tu te dis que le changement sera difficile, mais soyons honnêtes, rester où tu es est encore pire. Si le changement te semble écrasant, voici 3 règles simples pour te rappeler que tu es plus fort que la douleur du changement. Premièrement, brise quelque chose aujourd'hui, métaphoriquement. Une habitude, une excuse, une croyance limitante. La version de toi que tu veux devenir ne peut naître si tu t'accroches à l'ancien. Deuxièmement, ose faire quelque chose qui te met mal à l'aise. Si c'était facile, tu aurais déjà la vie que tu veux. Ose le difficile, l'inconnu, non pas parce que c'est sûr, mais parce que c'est là que tu grandis vraiment. Et enfin, décide avant de te sentir prêt. Le moment parfait n'existe pas. Le succès n'est pas pour ceux qui attendent la certitude, mais pour ceux qui agissent malgré le doute. Alors dis-moi, vas-tu continuer à supporter la douleur de rester là où tu ne veux pas être, ou vas-tu oser changer? La décision t'appartient, et moi, mon ami, je crois en toi. 8. Accepte que personne ne viendra te sauver. Regarde autour de toi. Vois-tu quelqu'un brandissant une pancarte disant « Je viens arranger ta vie » ? Non, et tu ne la verras pas. Enfant, on nous a appris que si quelque chose va mal, quelqu'un viendra le réparer. Les parents, les profs, le partenaire, le gouvernement, la chance. Il semble toujours y avoir quelque chose ou quelqu'un sur qui compter. Mais quand la vie frappe vraiment, tu réalises que tu es seul dans ce combat. C'est un choc amer mais nécessaire. Attendre que quelqu'un te sauve ne fait que te maintenir plus piégé, plus dépendant. C'est comme être au milieu de l'océan, sans terre en vue, en attendant qu'un bateau apparaisse. Tu peux passer ta vie à regarder l'horizon, ou tu peux commencer à nager. Crois-tu que Épictète est resté à attendre qu'on lui rende sa liberté? Il était esclave, sans droit, sans opportunité, sans aucune raison logique de croire qu'il pouvait changer son destin. Mais au lieu de se résigner, il entraîna son esprit, se rendit plus fort que ses circonstances et finit par devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Il décida d'accepter qu'il était son seul sauveur. Les stoïciens savaient que dépendre des autres est une condamnation. Marc Aurèle l'a dit sans détour. « Regarde en toi. En toi est la source du bien et elle peut jaillir sans cesse si seulement tu creuses. Mais nous avons du mal à le voir. Nous espérons qu'on nous fasse monter en grade sans le demander, que l'amour parfait nous trouve sans bouger le petit doigt, que la discipline apparaisse d'elle-même un matin et nous réveille motivés. Mais la vérité est autre. Personne ne va te pousser. Personne ne résoudra tes problèmes à ta place. Et c'est là que le combat devient personnel. Toi, contre la voix qui te dit que tu ne peux pas tout seul, contre la version de toi qui attend au lieu d'agir. Tu n'as pas d'opportunité? Crée-les. Personne ne va frapper à ta porte avec l'offre de ta vie. Sors, apprends, pose des questions, bouge. Tu veux ce travail? Envoie ton CV. Tu veux entreprendre? Fais le premier pas aujourd'hui, n'attends l'approbation de personne. Deviens quelqu'un qui passe à l'action. Tu n'as pas de soutien? Prouve-toi que tu n'en as pas besoin. Si personne ne croit en toi, montre qu'ils avaient tort. Les grands noms de l'histoire ont souvent commencé seuls, sans aide, sans ressources, mais avec quelque chose de plus important. Une détermination inébranlable. Que vas-tu faire? Continuer à te lamenter ou te prouver que tu peux. Et ne pas savoir quoi faire n'est pas non plus une excuse. Si tu ne sais pas où commencer, commence n'importe où, mais commence. Il n'existe pas de plan parfait. Ce qui compte, c'est de faire le premier pas
et d'ajuster le cap en chemin. Si tu ne bouges pas, tu resteras exactement là où tu es. Ami, écoute, lorsque tu acceptes que personne ne viendra te sauver, tu découvres quelque chose d'incroyable. Tu n'en as jamais eu besoin. 9. Remplace la plainte par la responsabilité. Je sais, se plaindre c'est facile, c'est même gratuit. Cela ne demande aucun effort et pendant quelques secondes, tu te sens mieux. La plainte semble donc être la parfaite alliée, n'est-ce pas? Non, parce qu'il y a quelque chose que la plainte ne fera jamais pour toi, résoudre tes problèmes. Réfléchis un instant. Quelqu'un a-t-il déjà changé sa vie en se plaignant? Quelqu'un a-t-il atteint le succès en disant « Ce n'est pas juste, la vie est méchante, j'aimerais que tout soit différent ». Nous savons tous la réponse. La plainte est un piège que tu te tends, un puits sans fond où tu peux passer des années sans bouger. Plus tu te plains, plus tu justifies ton inaction. Parce que si tout est la faute des autres, du système, de l'économie, de la chance, alors il n'y a rien à faire, pas vrai? Mais la réalité est là. Personne ne te doit rien. La vie ne te garantit ni succès, ni reconnaissance, ni bonheur. Tout ce que tu obtiendras, ce sera parce que tu as décidé d'en prendre la responsabilité. Ne m'écoute pas. Écoute Sénèque. C'est le propre d'un homme sot de rejeter la faute de ses échecs sur les autres, de quelqu'un qui commence à apprendre de se blâmer lui-même et de quelqu'un de sage de ne blâmer ni lui-même ni les autres. Le problème n'est pas seulement de se plaindre, c'est ce que la plainte fait de toi. Tu connais sûrement quelqu'un comme ça. La vie ne lui sourit jamais, tout lui arrive mal, et il a toujours une raison pour expliquer pourquoi. Mais la raison n'est jamais lui. Son travail ne lui plaît pas, mais au lieu d'en chercher un meilleur, il dit « Le marché est terrible, personne n'embauche ». Sa relation est toxique, mais il reste parce que toutes les couples ont des problèmes. Il veut améliorer sa situation, mais lorsqu'on lui propose un changement, il répond « C'est facile à dire, mais dans mon cas, ce n'est pas si simple ». Toujours une excuse, toujours un motif externe. Mais toi, tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour regarder la vie de la tribune, pour laisser le monde décider à ta place. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, c'est que les premiers assument la responsabilité d'eux-mêmes et les autres se contentent de pointer le problème puis de se cacher. C'est comme être sous un orage avec un parapluie cassé. Tu peux passer des heures à maudire la pluie, dire que ce n'est pas juste, qu'à un autre moment de l'année il n'aurait pas plu. Ou tu peux courir chercher un abri. L'orage ne changera pas parce que tu te plains, mais tu peux toujours faire quelque chose. Et tu sais ce qu'il y a de pire dans la plainte? Elle te rend faible, elle te vole le pouvoir de changer ta vie, elle te convainc qu'il n'y a rien à faire. Mais c'est faux. Si tu détestes ton travail, apprends de nouvelles compétences et cherche en un autre. Personne ne va t'offrir l'emploi de tes rêves sans que tu fasses rien. Si tu n'es pas en forme, commence à t'entraîner aujourd'hui, sans excuse. N'attends pas lundi, n'attends pas la motivation. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur, c'est maintenant. Si une relation te détruit, sors-en. Elle ne s'améliorera pas par magie. Tout se résume en une phrase courte. Prends la responsabilité de toi-même. Oui, ce sera dur. Oui, cela prendra du temps. Mais c'est ta vie, et personne d'autre ne va la réparer. La prochaine fois que tu auras envie de te plaindre, demande-toi « Que puis-je faire ?» Si la réponse est « rien », alors accepte et passe à autre chose. S'il y a quelque chose, fais-le, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile, fais-le tout de suite. Et si tu ne veux rien faire, alors cesse de te plaindre, parce que la plainte sans action n'est qu'une façon de perdre ton temps. La vie ne changera pas parce que tu te lamentes, pleures ou cries. Elle changera quand tu décideras de changer. Dix, sois la personne en qui tu aurais confiance. Laisse-moi te raconter l'histoire de deux vieux amis, Daniel et Louis. Ils se sont rencontrés à l'université. Dès le premier jour, Louis était de ces types qui illuminent la pièce. Charismatique, plein d'idées, toujours avec de grands projets pour l'avenir, à l'aise pour parler, capable de convaincre n'importe qui, toujours avec une vision plus grande que celle des autres. « Frère, un jour on montera un truc ensemble, c'est sûr », répétait-il chaque semaine à Daniel. Et pendant des années, Daniel l'a écouté, soutenu, a cru en ses paroles, parce que Louis avait cette énergie contagieuse qui rend tout possible. Mais il y avait un problème. Louis parlait beaucoup mais agissait peu. Quand il a eu l'idée de sa première entreprise, il a organisé une réunion,
puis l'a annulé à la dernière minute. « J'ai un empêchement, on fait ça demain. » Spoiler, ça n'est jamais arrivé. Lorsque l'idée de ce voyage de l'autre côté de l'Atlantique lui est venue, Louis a promis à Daniel que cette fois, c'était sérieux. Mais quand il a fallu planifier, son enthousiasme s'est éteint et sa liste d'excuses s'est allongée. Des années plus tard, Louis a de nouveau donné rendez-vous à son ami pour le lendemain. Cette fois, il avait une surprise en réserve. Daniel se doutait déjà, mais l'enthousiasme de son ami semblait encore plus grand que d'habitude, alors il y a encore cru. Ce matin-là, ils avaient rendez-vous dans un café. Louis, comme toujours, avait insisté. « Cette fois, c'est du sérieux. Je vais te dédommager pour tous les fiascos. » Daniel, bien qu'il se méfiât déjà, accepta. Il arriva à l'heure, commanda un café, consulta son téléphone, les minutes passaient. Le rendez-vous était tôt, à 8 heures. Une demi-heure plus tard, ça recommença. Daniel regarda son portable. Un message. « Frère, désolé, je ne me sens pas bien. On en parle un autre jour. » Daniel soupira, ferma le chat, regarda par la fenêtre. Il ressentit un léger agacement, mais pas parce que Louis l'avait posé un lapin. Il ressentait quelque chose de pire, la déception. Pas pour la surprise manquée, mais parce qu'il se rendit compte qu'il ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui ne tient jamais parole. Maintenant, dis-moi, c'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Quand quelqu'un ne tient pas sa parole, quand il ne fait pas ce qu'il dit qu'il va faire, on ne peut pas lui faire confiance. Alors pourquoi n'est-ce pas aussi clair lorsque c'est toi qui te le fais à toi-même, encore et encore? Si chaque fois que tu te promets quelque chose, tu procrastines, comment espères-tu avoir confiance en toi? Si chaque fois que tu te dis « aujourd'hui je vais à la salle », tu termines la journée en te disant « il est tard, mieux vaut demain », crois-tu que cela te fait du bien? Comme l'a dit Sénèque, les paroles enseignent, mais les exemples entraînent. Pense-y. Que penses-tu de cet ami qui dit qu'il arrêtera de manger de la malbouffe, mais trouve chaque jour une nouvelle excuse? Ou de ce collègue qui se vante qu'un jour il fera de grandes choses, mais ne fait jamais rien? Vu de l'extérieur, c'est évident. Cette personne ne se prend pas au sérieux. Maintenant, la question est, es-tu en train de devenir cette personne? Ici, la bataille devient personnelle. Il est important de tenir sa parole envers les autres, oui, mais il est encore plus important de la tenir envers toi-même. Tu sais ce qui se passe lorsque tu te trahis avec des excuses, lorsque tu te promets des résultats, mais refuses d'en payer le prix. Tu perds ce que tu as de plus précieux, la confiance en toi. Épictète l'a dit. N'explique pas ta philosophie, incarne-la. La confiance en soi se construit avec des faits, pas des mots. C'est comme une échelle. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu montes un barreau. Chaque fois que tu la romps, tu descends de 3. La seule façon d'atteindre le sommet est de te le prouver par tes actions. Voici donc une astuce simple. Fais ce que tu dis, plus d'excuses, plus de « je commence demain ». Décide et tiens ta décision, pas pour les autres, mais pour toi. Deuxième clé, affronte ce qui te met mal à l'aise. Chaque fois que tu évites quelque chose de difficile, tu fragilises ta confiance. Mais lorsque tu l'affrontes, tu te montres que tu peux compter sur toi. Et tu sais quoi? Peu importe d'échouer. Ce qui compte, c'est d'avoir osé. La clé pour monter de niveau en confiance, c'est d'arrêter de te trahir avec des promesses vides. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu respectes. Agis comme la personne en qui tu miserais tout sans hésiter. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, c'est parce qu'à ce jour tu t'es montré que tu ne pouvais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Commence aujourd'hui. Sois la personne en qui tu aurais une confiance absolue. Mon ami, la véritable bataille n'a jamais été contre le monde, les circonstances ou les autres. Elle a toujours été toi contre toi-même, contre tes doutes, tes excuses, la version de toi qui se contente de moins que ce que tu peux vraiment être. Chaque choix que tu as fait jusqu'à présent a construit la personne que tu es aujourd'hui. Mais chaque décision que tu prendras à partir de maintenant déterminera en qui tu te transformeras. La question est, vas-tu continuer à tomber dans les mêmes pièges, à laisser ton esprit te freiner, à laisser la peur te paralyser, à laisser l'inaction te consumer, ou vas-tu prendre le contrôle et te prouver que cette fois, c'est différent? Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je suis mon meilleur allié ». Ainsi je saurai qui sont les guerriers de l'âme stoïcienne qui sont restés jusqu'à la fin.